Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et on est là pour vous faire l'épisode d'actu, le Resto Connecté numéro 116. Écoute, un Restons Connectés sous le signe de Netflix. Vous allez voir la miniature, de toute façon, que j'ai fait. On le sait, c'est voilà, j'ai fait une page d'accueil Netflix, j'ai essayé de faire au mieux. Vous m'en direz des nouvelles. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Et encore sur toi, celle que je t'ai envoyée, j'ai modifié parce que là, on a eu l'annonce du combat de Saladin Parnasse, donc j'ai changé, tu vois, la petite série sur Saladin Parnasse. Mais effectivement, on va parler de cette annonce de combat. On va parler effectivement de d'Oumar Sy. On va parler du combat de Ned Diaz contre Mike Perry. Enfin voilà, c'est des annonces de combat de Cro Cop qui a été pensé avant justement Linz pour Ngannou. Il y a des mauvaises intentions qui se perdent. On va parler de Strickland Chimaev, de RDR qui monte de catégorie, de Kamaru Usman contre Conor potentiel, on sait pas, il y a eu un tweet énigmatique de Kamaru Usman. On va parler de Tsarukyan qui va affronter Dylan Dennis au hype. Voilà, enfin voilà, pas mal de sujets très intéressants. Moi j'aime beaucoup les sujets là qui sont sortis. Donc de quoi passer un bon moment avec vous. Avant de commencer, comme d'habitude, Import Fight, donc notre partenaire du moment, avec ce site de matériel de sport de combat, boxe, MMA, grappling, avec des marques qui ne sont vendues en France que sur Import Fight, que ça soit Primo, Hit and Move Corner ou Pitbull West Coast, ce sont des marques de qualité qui sont stylées. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site et à faire vos commandes. Voilà, si vous voulez être stylé en étant différent des autres, c'est là que ça se passe. Et avec le code TATAMI10, vous avez 10% de réduction sur tout le site. Donc n'hésitez pas, vraiment, vous ne serez pas déçus. En tout cas, nous, on l'est pas, et les gens que je sais qui ont commandé ne sont pas déçus. Donc, allez-y. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par la nouvelle fraîche, enfin, en tout cas, le sujet qu'on doit traiter, c'est le retour sur le combat d'Oumar Sy, notre Français qui a combattu ce week-end contre Yon Kutelaba et qui a perdu malheureusement sur guillotine au premier round. Écoute, il n'y a pas énormément de choses à dire. Je ne vais pas rentrer dans le délire de savoir est-ce qu'il est nul, pas nul, est-ce qu'il a, enfin, tu sais, on va pas parler de ça, est-ce qu'il a sa place à l'UFC ou pas, parce qu'en fait, de toute façon, il n'y a pas besoin de parler de ces choses-là. C'est pas ça qui est important, parce que voilà, il a gagné des combats à l'UFC, il était invaincu avant d'entrer à l'UFC, donc ça veut dire quand même qu'il a un certain niveau. Maintenant, la question, c'est d'essayer de discuter un petit peu du pourquoi, du comment. En tout cas sur ce combat, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé entre guillemets. Je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, les deux choses qui m'ont marqué, les deux mots qui me sont venus, c'est passivité et temps de retard. Dès qu'il y a eu un premier contact, pour moi il y a eu de la passivité et il y a eu un temps de retard. En fait, il était dans la réaction systématiquement. Ouais, mais c'est un peu valable avec les autres défaites qu'il a eues, mais même avec quasiment tous ses combats à l'UFC, hormis quand il a soumis sur le premier combat rapidement. C'est ouais, tu sens qu'il a un blocage, tu sais qu'il n'arrive pas à se lâcher. Ouais. Il y a de la retenue. Ouais, il y a de la retenue et tu sens ça. Tu sais, en plus c'est marrant parce que je crois que j'en ai déjà parlé dans un des podcasts, mais il y a longtemps. Ce truc de quand tu affrontes quelqu'un que tu sais qui va te battre. Et que en fait tu es spectateur de ton combat et t'arrives pas, t'as ce sentiment d'infériorité où tu te lances pas. Tu sais, T'es en manque de confiance, donc. C'est ce que j'allais te dire, c'est même pas forcément qu'il va te battre, mais c'est que tu sais fort et en fait t'as peur de chaque truc que tu vas faire comme s'il allait te contrer automatiquement. Et moi j'ai souvent eu ça quand je tournais, quand j'étais moins gradé, que je tournais avec quelqu'un par exemple avec une ceinture noire, où je me disais limite, tu sais, je faisais les trucs mais sans y croire. Donc en fait, ça marche jamais. Et par contre, quand tu débloques ce truc, par exemple la personne, tu la soumets une première fois et tu te dis ah ouais c'est possible, tout de suite le combat il est différent après. Les autres combats ne se ressemblent plus du tout. Mais t'as l'impression qu'il arrive pas à passer ce cap-là, Oumar. Ouais. Parce qu'il y avait des trucs à faire. Quand tu regardes sur le papier, stylistiquement, même si écoutez là-bas et en plus on avait parlé avant, je t'avais dit écoutez là-bas, tu sais ça sur ce qu'on a vu d'Oumar, en tout cas sur la partie striking,
Moi, je l'attendais sur le striking. Mais je voyais un KO probable si ça restait debout. Mais là, le problème, c'est qu'en plus, le mec te bat dans ton domaine, là où tu es censé faire la différence. Et surtout, le mec n'est pas connu pour son sol, là-bas. Loin de là, même. Non, il est pas connu pour son sol, même si ça fait un moment quand même qu'il s'est réinventé et qu'il a commencé à sortir un peu plus de lutte. Donc il a commencé à mixer et à être moins dans cette recherche justement du chaos pour le chaos, tu sais. Donc voilà, et c'est ce qui a fonctionné justement sur ce fight. Mais c'est vrai que quand je disais passivité, temps de retard, tu vois, tu le vois directement quand ils sont à la cage. C'est lui qui, enfin c'est Couté là-bas qui vient coller Oumar Sy à la cage. Oumar Sy qui est puissant, qui a de l'envergure, tu vois. Alors sur la partie boxe, écoute, j'entendais certaines personnes dire il y a eu de la progression debout en boxe. Pour moi, il s'est pas passé suffisamment de choses Non. pour qu'on puisse en parler. Alors oui, il a de la longe. Oui, à distance, il a kické, il a envoyé des low kicks. Mais pour moi, c'est des frappes isolées. Tu vois, c'est pas, il n'y a pas eu comment dire, d'enchaînement, de choses qui me font dire comme quoi il serait, il aurait vraiment progressé sur la partie striking. Parce qu'en fait il n'y a pas eu vraiment d'échange. Enfin, tu Non, vois ce que je non, veux dire, c'était plutôt lui qui jouait sur son allonge et qui venait kicker à distance. Donc ça, bon, voilà, il l'a très bien fait. Hein. Il a su profiter et capitaliser sur son allonge. On le sait, il a une des plus grandes allonges de l'UFC. Derrière, Couté là-bas qu'il colle à la cage ou Marcy qui renverse la situation. Mais derrière, il lui place un arai gauchi. Donc, tu sais, un Mhm. fauchage, enfin un barrage. Euh, et, euh, et en fait, tu sens que, bah, en aucun cas, il a essayé, ne serait-ce que de le contrer ou de résister ou quoi que ce soit. Enfin, tu sais, c'est vraiment, ça s'est passé, la technique, elle s'est passée au ralenti. Tu sais, vraiment, Ouais, il a placé sa jambe et puis, il est tombé, quoi. mais Il est tombé c'est comme je te derrière. dis. C'est comme je te dis, c'est quand tu fais un truc, tu vois, t'essayes, mais en fait, t'essayes à peine. Et c'est comme si dans ton cerveau, dès que t'essayes, ça te dit c'est mort, tu vas pas réussir. Du coup, tu lâches. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais surtout qu'il y a des choses qui auraient pu le mettre un petit peu en confiance parce que derrière, il fait un bon dogfight où tu vois d'ailleurs que il y a énormément de puissance côté Oumar Sy puisque il le renverse avec énormément de facilité. Enfin, tu sais, et encore, il met du temps à y aller sur le dogfight, mais enfin, il y a eu un temps de latence. Mais Mhm. quand il y va, il le renverse, mais assez facilement. Et puis, on voit techniquement que c'est là, quoi. Il sort les hanches, bras sous l'aisselle, il va pour le renverser. Là-dessus, il y a pas de souci. Mais renversement facile. Et puis derrière, en fait, comment dire, il est pas stable sur sa position, ce qui fait qu'il se retrouve une nouvelle fois sur le dos. Enfin, tu vois, il arrive, il lui plonge un peu, enfin, il plonge un peu sur lui, mais ça, c'est pour moi, c'est des choses je vais dire ça, alors que je sais que c'en est pas un, hein, mais que font des débutants. Tu sais qu'ils ne savent pas se stabiliser une fois qu'ils sont au sol. Enfin, tu sais quand ils entament un renversement, ils savent pas comment écarter leur base pour rester stable et tu vois où se déplacer juste ce qu'il faut, se mettre sur les orteils pour rester quand tu fais ton renversement, rester sur ton adversaire. Tu vas faire les micros ajustements qui vont te permettre de rester stable sur ton adversaire. Et les débutants, souvent, n'ont pas ces réflexes-là et tombent d'eux-mêmes, entre guillemets. Alors, c'est pas lui qui tombe de même, hein, c'est Couté là-bas qui lance un petit renversement, un petit coup de hanche. Mais normalement, c'est pas suffisant pour qu'un mec comme Oumar Sy, avec son niveau technique et son envergure, Ouais, son puisse tomber. envergure en plus. Ouais. Tu vois, c'est ça le truc. Et donc, il finit par tomber. Derrière, il tente de rentrer dans les jambes, d'enrouler les jambes, de partir en saddle. Enfin, single leg, saddle, tu sais, il essaye, enfin voilà, il enroule la jambe pour essayer de venir sur la clé de talon. Là, encore une fois, il a de l'envergure, il a des jambes interminables et puissantes. Je le trouve timide Mais, sur son entrée. mais en fait, c'est vraiment ça. Parce que pour moi, hein, il y a un moment, tu sais, il fait un knee ripping où il vient recrocheter l'autre jambe derrière. Hum. S'il tend ses Normalement, ça jambes tombe. fort, s'il tend ses jambes, mais il les tend même pas, hein. En fait, Bah il va oui. pas au bout du truc. S'il tend ses jambes fort, ça tombe et limite, il lui arrache le genou déjà juste sur le mouvement. Juste sur le fait de tendre ses jambes, avec la position qu'il a, l'envergure de ses jambes. En tout cas, il le fait tomber sûr. Mais il le Et fait quand j'ai tomber vu et ça, derrière, je me suis dit, en fait, quand il rentre dans cette position et que, au début, il galère à rentrer la jambe, mais à un moment, il y parvient. Il a deux jambes sous la cuisse opposée. Je me dis, là, c'est bon. Ça y est, il va le faire tomber, il va finaliser. Et non, ça sort.
Non, non, et puis surtout, même s'il attaquait pas la clé de talon, parce qu'il a essayé de faire à un moment rapidement, mais même encore là, encore sans y croire, et encore tardivement, enfin, juste le fait de le faire tomber, il pouvait remonter sur lui, quoi. Ou en tout cas, revenir sur une posture où il était pas en dessous à prendre des coups de coude, parce que malheureusement, pendant ce temps-là, bah, il était un peu coincé en dessous, et puis il prenait une série de coups de coude. Derrière, bon, il y a la tentative de clé de jambe, il essaie de se relever justement en wrestle up, tu sais, essayer Mhm. du sol, de revenir en lutte. Sauf que là, en fait, c'est pareil. Tu sens il prend bien le contrôle. Enfin, tu vois, il va bien chercher les jambes, mais il va pas jamais chercher l'angle qui lui permet, ou alors la dynamique de tirer pousser. Tu vois, même si tu prends pas l'angle, au moins d'essayer de tirer pousser pour mettre Couté là-bas sur le dos. Il s'installe euh, à genoux en prenant les jambes de Couté là-bas. Couté là-bas, il a juste à lui pousser la tête. Tu sais, sprawl classique. Je Mhm. rentre la tête entre les jambes, grosse pression sur la nuque. Et puis derrière, bah, de là, il vient prendre la guillotine, il saute sur la guillotine, et puis en fait, ça tape mais extrêmement vite. Alors, je suis partagé sur le fait que ça tape vite. C'est soit mentalement il est pas là, et dans ce cas-là, il a craqué, il a abandonné, parce que tu vois après il se relève, il va directement s'asseoir dans son coin, c'est en mode, ouais, vas-y. Soit, on le sait, on l'a déjà vécu, des fois, le mec est tellement bien placé que malheureusement bah ça tape vite parce qu'en fait c'est trop bien placé, tu sens que tu sais ça y est c'est trop tard, tu vois, tu tapes tout de C'est suite pas. parce que t'es tout de suite installé. Ça m'est déjà arrivé, tu vois, d'avoir ce truc là où le mec bah sa guillotine elle est létale, à peine il y est, et il y a des guillotines où tu sens que tu peux durer, tu peux tester, tu peux essayer de sortir, mais même sans ça, parce qu'en plus il prend la guillotine en monte, il tourne, donc il arrive à prendre la monte sur la guillotine, tu vois, donc ça va vite, écoute. Je Je sais sais pas. pas. Je te dis franchement, je Seul sais lui pas sait parce pour que ça. justement, comme tu dis, on a tous été dans des soumissions où tu sens que c'est la merde et il faut taper dans la seconde. Et en fait, tu sens ce sentiment de panique dans le dans le tapage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Et là, il tape tranquille. Je sais pas. Pour moi, il était pas dedans. ouais, Je dis pas que ouais. la guillotine, elle y est pas. Hein. La guillotine, elle est très bien placée. Il y a pas de souci avec ça. Mais il y a encore une fois, tu sens pas cette volonté de sortir. Tu vois, il est dans l'acceptation de, je suis pris. Ouais. Et en fait, c'est au-delà de ça, tu sens pas la volonté de combattre. Tu Ouais, sens qu'il fait ce qu'il a à faire. Enfin, tu sais, il sait techniquement ce qu'il faut faire, mais il n'y a pas cette volonté d'aller chercher la victoire, quoi. D'aller chercher à renverser la situation. Donc, est-ce que le problème est mental? Possible. Tu vois, c'est possible aussi, alors, hein. c'est possible, oui. Maintenant, c'est pas son premier combat, Oumar Sy. Tu vois, il était au KSW. Enfin, il a fait quand même des belles orgas. Il sait c'est quoi de combattre. Donc c'est quand même un mec. Quand t'arrives à ce niveau-là, t'es compétitif. Sauf si vraiment t'en veux plus et t'attends la fin de ton contrat pour partir. Mais ça a pas l'air d'être le cas parce qu'il met quand même les moyens dans sa prépa. Tu vois, il a bougé aux États-Unis. Enfin, alors ça on en parlera d'ailleurs parce que je pense pas que ce Hmm. soit la meilleure des choses à faire en tout cas pour son profil à lui. Mais c'est quelqu'un d'investi dans sa carrière. Oui, c'est quelqu'un d'investi dans sa carrière. Maintenant, comme tu l'as dit, il est parti aux États-Unis. Est-ce que c'était le bon choix? Tu vois, d'être coupé en fait de sa base. En fait, finalement, parce qu'il vit toujours en France, il s'entraîne toujours en France. C'est juste qu'il part faire ses camps aux États-Unis, à l'American Top Team. L'American Top Team qui n'est pas réputé pour des combattants qui ont Faire son briller les style, grimpleurs. Ouais. voilà, qui ont son style. Derrière, tu vois que il veut qu'il y ait Guillaume Pelletier dans son camp, dans son coin, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il raccroche à des gens qu'il connaît vraiment, avec qui il a une vraie relation, tu sais, de confiance. Parce que je pense qu'il se sent pas en confiance avec, enfin, je dis ça, seul lui sait encore une fois, mais tu sais, c'est comme s'il était pas en confiance avec les gens de la team de l'American Top Team, tu vois, comme s'il il se sentait pas chez lui, tu vois. Ce que je veux dire quand je dis chez lui, c'est pas chez lui géographiquement, mais tu sais, c'est un peu, il a souvent été dans des clubs, lui, notamment il s'entraîne à la base avec Alexis Mayol, qui tu sens que c'est une ambiance qui est amicale voire familiale, tu vois ce que je veux Mhm. dire, où tu sens que t'es là, ça parle vrai. Quand les mecs te disent quelque chose, ils te le disent vraiment. Alexis Mayol, en plus, je pense pas qu'il ce soit le genre de mec à tortiller pour dire ce qu'il a à dire. Donc
même si c'est pas effectivement d'un niveau élite UFC, tu sais, de coach, je sais pas moi, la Trevor Whitman ou ce genre de choses. Mais des fois, t'as pas besoin de ça en fait. T'as juste Bah besoin ouais. d'avoir quelqu'un qui te connaît et qui te donne les bons mots au bon moment, tu vois. Et je pense qu'il était bien meilleur quand il était coaché par Alexis Mayol et qu'il était en pleine confiance. Parce que là, on parlait du manque de confiance. Je pense que Alexis Mayol lui apportait de la confiance qu'il n'a pas aujourd'hui dans une équipe qui finalement où t'es un mec parmi d'autres, parmi des dizaines d'autres. Et puis en fait, bah tu te rends compte que dans son coin, c'est jamais les mêmes mecs. Tu te Bah rends c'est compte qu'une ça. fois t'as une personne, une fois t'en as une Tu vois, autre, une le fois t'as problème, deux il est là. personnes, une fois tu vois. Et tu as un Guillaume Pelletier qui est là pour être son ancrage, on va dire, parce que tu sais, c'est tout de suite une question d'ancrage, ou il est là pour traduire ce que dit un coach américain. Alors parce que peut-être qu'il parle pas suffisamment anglais pour être capable de capter les informations en anglais pendant une situation de stress, parce qu'il y a ça aussi. Tu sais, quand on Mhm. parle anglais, mais tu sais, t'es là, t'es en train de combattre, c'est différent que de parler comme ça dans un moment où t'es calme. Donc, si c'est vraiment le cas, ça veut dire que le temps qu'ils traduisent, bah l'action, ça y est, elle est Ouais, déjà c'est passée. vrai. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que cette addition-là, eh ben, elle est pas bonne pour lui, quoi. Parce qu'il Limite, peut il devrait expliquer, revenir à sa base. tu vois, comme tu dis, déjà, tu sens qu'il a un temps de retard. Si déjà il y a une seconde ou voire 2 secondes entre la consigne et le fait de traduire, bah déjà, oui, t'es déjà passé sur une autre action. Ben, clairement. Clairement. Donc, ça plus ça fait que je sais il avait demandé, tu sais, de lui-même, d'avoir un coach mental à un moment. Maintenant, est-ce que ça s'est fait? Est-ce que ça a duré? Est-ce qu'il a aussi été au bout? Ça, j'ai pas les informations, tu sais, du processus dans le coaching mental, parce que vouloir un coach mental, travailler avec un coach mental et se livrer suffisamment pour que le travail soit productif, parce que coach mental, alors je vais pas faire une corrélation avec un psy, mais t'as quand même tu dois être vrai. Enfin, tu sais, quand tu vois un coach mental, il faut pas que tu partes sur un mensonge. Tu vois, il faut Ouais, que mais tu te ça veut livres un dire que en minimum. fait, il faut que tu le sentes tout de suite, en fait. Tu vois, faut que le feeling passe. Faut que tu puisses C'est ça. te confier pleinement à lui. Donc il faut trouver le bon, ça c'est sûr. C'est ça. Sinon, c'est comme mon chat GPT qui me dit, on va pas se mentir. Je vais te parler franchement, tu vois. Si tu me mens, je ne pourrai pas t'aider, tu sais. Mais C'est ouais, pareil avec un coach franchement, mental. en fait, c'est frustrant. La situation de Oumar Sy, c'est frustrant. Parce que sur le papier, et je pense que, tu vois, quand tout le monde disait qu'il y avait vraiment de la place, et nous aussi, hein, moi, franchement, je le voyais vraiment grimper vite au classement. Alors, devenir champion, ça c'est une autre histoire, hein. Mais en tout Mhm. cas, atteindre le top 10 assez rapidement, parce que stylistiquement, il avait toutes les armes qu'il fallait pour cette division, qui manque cruellement de grappleurs. C'est un très bon grappleur. Actuellement, je pense que il a un peu délaissé son grappling. En tout cas, Complètement. c'est moins précis. Avant, je sais qu'il était à la MK Team quand il s'entraînait en France. Mais je Il crois qu'il l'est s'entraînait. toujours. T'es sûr? Bah, en tout cas, je sais pas s'il s'y entraîne régulièrement, mais je pense pas qu'il ait d'autres clubs de grappling que la MK Team s'il doit s'entraîner en grappling, quoi. Je sais Je sais pas. pas après, Faudrait je sais pas savoir s'il si, s'entraîne toujours à la MK Team. je sais pas, voilà, c'est ça la question. Après, je sais pas s'il s'entraîne ailleurs, tu vois, pour le coup. Mais effectivement, il devrait renouer En avec tout son cas, grappling, ça c'est en sûr. fait, le truc, Y a pas d'autre chose à faire. tu sais, il y a un truc que moi je comprends pas pour les combattants en général. Quand vous êtes sur une formule qui marche, pourquoi changer? Eh oui. Pourquoi changer? Après, tu sais, il y a toujours ce fantasme du c'est mieux ailleurs ou là-bas il y a des meilleurs sparring, etc. Ça veut rien dire du tout et petit à petit on est en train de le prouver en France en fait. Tu vois, il y a tout ce qu'il faut en France. Il y a tous les sparring qu'il faut dans quasiment tous les domaines. Le retard il a été comblé sur le MMA Hmm. depuis quelques temps maintenant. Et même au-delà de ça, comme tu disais, avoir un coach qui te connaît par cœur, ça vaut tous les sparring du monde. Les sparring, tu peux les faire. Tu peux aller à droite, à gauche, faire des Hmm. sparring organisés par ton coach. Mais faut conserver ce coach-là qui te connaît.
Pour moi, c'est primordial. À partir du moment où ça marche, t'enchaînes une série de défaites, etc. Il y a des remises en question. Tu te dis, je vais voir ailleurs. Pourquoi pas? Mais quand ça fonctionne, je vois pas le concept de tenter autre chose. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce qu'il était, comme tu disais, il était invaincu, Oumar Sy. Il était sur une super série. Après, la question, c'est pourquoi ne plus travailler avec Alexis Mayol, entre guillemets, parce que c'est pas un manque de relation, tu vois, c'est pas parce qu'il y a plus de relation entre eux, tu vois, c'est pas Bah, de ça, toute façon, il était dans son c'est, coin, hein, sa et dernière victoire. la question, ouais, mais c'était sur un UFC Paris, Hmm. non? Si je me trompe pas. Oui, c'était sur l'UFC Paris. Donc, Et donc, il était dans en son coin. fait, je pense que la question, c'est pas, il faudrait que je lui pose la question, c'est vrai que j'aurais pu lui poser la question d'ailleurs à Alexis, est-ce que lui en fait a la capacité de suivre en fait à droite à gauche Oumar Sy quand il combat. En fait, c'est ça le truc, c'est que si d'un point de vue familial, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue parce que Alexis Mayol il donne ses cours, mais tu sais ça reste un club quand je vais dire de quartier, c'est pas péjoratif, tu sais, c'est que c'est un petit club, c'est un club associatif entre Hmm, guillemets, c'est pas un hmm. club privé. Donc des fois quand t'es pas dédié à ça, que t'es pas professionnel, c'est pas ton métier, c'est pas toujours évident de suivre tes athlètes autour du monde, tu vois. Enfin, Je suis c'est d'accord, toujours mais toujours des contraintes. ouais, je suis d'accord, mais UFC, c'est pas toutes les semaines. Et tu le sais 4 mois à l'avance. Donc, il y a toujours moyen de s'organiser. Tu pars 4 jours, hein. Oui, certes, mais dans la prépa, tu prépares quand même ton athlète pour l'UFC, tu dois le préparer quand même. Tu le sais, on l'a vécu. Faut que tu sois très disponible pour préparer un combat à l'UFC, tu vois. Bien sûr, mais enfin, il le faisait avant. Tu vois, enfin, je veux Ouais, dire, ouais. une prépa au KSW, ça reste une prépa de combat de haut niveau. Il n'y a pas une énorme différence, hein. Ah, il n'y a pas une énorme différence, oui et non, parce que tu te rends compte quand même que quand les athlètes y vont à l'UFC, quand il y a des combattants qui vont à l'UFC, tu sens que il y a une pression de l'organisation. Pas quand je dis ça, je dis pas que c'est l'organisation qui met une pression sur le combattant, mais les combattants qui se mettent une pression pour tout de suite être beaucoup plus travailler beaucoup plus dur pour la plupart. Tiens, il y a Axel Sola qui combat ce week-end. Tu vois son physique, il est énorme. Hmm. Je sais pas de mémoire s'il a eu un physique aussi Ouais, énorme si, quand il était au RS. ça fait un moment qu'il est énorme, Axel Sola. Ah mais là j'ai l'impression qu'il l'est encore plus. Tu vois, je sais pas si t'as vu les photos, les petites Si, j'ai vidéos là vu. qu'il y a eu. Il est quand même énorme. Et c'est pas enfin t'as beaucoup de combattants comme ça qui quand ils débarquent dans la big league, qui changent foncièrement de physique. Bon après t'en as qui ne changent pas. Hein. On l'a vu avec comment il s'appelle Hernandez, Fluffy Hernandez la dernière fois où lui il a gardé son physique. Mais tu te rends compte que même quand même que au fur et à mesure du temps, la dimension physique change quand tu évolues à l'UFC et que Hmm. tu passes des échelons. Donc c'est que tu dois le sentir que t'as besoin en fait de le faire, plus tu vas monter dans le classement. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été Mais cherché ailleurs. la dimension physique, elle change. Quand tu changes de dimension physique, c'est que tu as rajouté de la prépa, énormément de prépa. La prépa, il peut la faire avec quelqu'un d'autre. Mais sur ses cours de MMA, il reste avec son coach de base, ça change rien, tu vois. Ça donne pas Ouais, plus de mais travail à son coach. est-ce que lui il en a conscience de ça? Est-ce qu'il se dit, enfin tu vois, est-ce il a réfléchi la chose comme ça? Après je sais pas. Hein. Encore une fois, on n'est pas dans sa tête et dans son coin et dans les discussions. Donc Oui, non, c'est sûr, tu c'est vois sûr. c'est non, mais c'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que je suis entièrement d'accord avec toi parce que le Oumar Sy qui te rentrait dedans en lutte pour t'emmener en eau profonde au sol, tu vois, c'était vraiment quelque chose qui était Et puis, très tu intéressant vois, à voir, surtout pour nous. tu parlais de l'aspect psychologique. Je te dis franchement, je sais pas c'est quoi le pire entre être au top physiquement, c'est très bien, mais si psychologiquement t'es pas dedans, je crois que c'est pire que tout. Vaut mieux Ouais. être 100% confiant, être bien dans ta tête, etc. Même si ta prépa elle a été un peu foirée, je pense que tu seras plus performant si t'es bien dans ta tête que l'inverse. Hmm. Ah oui, je suis d'accord. La confiance c'est une des plus grandes parties de ta réussite. Vraiment. Bah on le voit avec un Topuria. Hein. Mm. Topuria, pourquoi Topuria, Connor, enfin tu vois tous ces mecs, Khabib, Islam, tous ces mecs qui sont au plus haut niveau ou qui ont été au plus haut niveau ou même John Jones, enfin voilà, on peut citer plein de noms comme ça. Hein. Ce qui les caractérise,
Le C'est la plus, confiance. c'est leur confiance en eux. Le doute n'existe pas. En fait, Eh oui. c'est inconcevable. Ils y pensent, ça effleure même pas leur esprit, le fait de perdre. Mais c'est ça. Et même quand ils perdent, ils arrivent à se remobiliser pour revenir au plus haut Mm. niveau derrière. Tu vois, ils sont revenir au plus haut niveau de confiance. Tu vois, c'est pas plus haut niveau Ouais. sportif, mais déjà au plus haut niveau de confiance. Donc c'est ça. Écoute, ce que j'espère en tout cas, c'est qu'il va pas, en tout cas, tomber plus profondément dans ce manque de confiance avec cette défaite-là, qu'il va savoir se remobiliser, que les gens vont savoir trouver les mots autour de lui et qu'il puisse se relancer. Parce que malheureusement, plus il va enchaîner les défaites, et comme il a un style là qui n'est pas du tout impressionnant, enfin là pour le coup, quand tu vois l'UFC ce qu'ils veulent aujourd'hui, parce que ça moi qui m'inquiète, c'est quand tu vois l'UFC qui veut du spectacle, là il y en a pas Bah, eu. mais même là, pour le coup, même actuellement, moi je me suis dit potentiellement il va être cut après ce combat. Parce que le truc qui peut le sauver, si demain l'UFC avec ce qu'ils font actuellement le licencie, je suis pas choqué. Maintenant le truc qui le sauve, c'est que la KT elle est vide. Ouais. Oui, puis surtout ils avaient confiance en lui, tu vois, ils l'ont remis tout de suite face à un gros adversaire. Enfin, on sait que après Menifield, tu vois, ils l'ont tout de suite remis en selle très rapidement à l'UFC Paris. Mm. Il refait une victoire. Là, ils le mettent contre Kutelaba, qui certes n'est pas le mieux classé, mais qui a un nom dans l'organisation, un nom qui compte dans l'organisation. Enfin, tu vois. Ouais. Donc c'est vraiment une preuve de confiance de l'UFC. Mais attention, Bah, en ils fait, te le laissent truc, des c'est que chances, mais au bout d'un ça moment, fait, ça fait 3 combats que c'est décevant. Parce que même la victoire sur le Coréen, pour moi, c'est décevant. Alors oui, c'est vrai qu'il s'est blessé, il s'est cassé la main. Mais si tu regardes le fight, la qualité du fight, c'est décevant, le combat. ouais. Écoute, on verra ce que l'avenir nous dira. En tout cas, si jamais il quittait l'American Top Team, ce qui serait pas forcément une mauvaise chose, Je et qu'il venait pense. recentrer son travail en France. Donc, parce que en fait, j'allais lancer un débat sur quel team il devrait intégrer, tu sais, pour professionnel, on va dire, pour française, pour pouvoir performer. Mais en vrai, est-ce qu'il faudrait pas qu'il retourne chez Alexis Mayol, tu vois, et puis derrière, voilà, il rebricole quelque chose, quoi, à partir de là. En fait, revenir à la source, avant même de penser à aller chercher ailleurs, mais de revenir à la source chez Alexis Mayol avec quelqu'un qui va le remettre en confiance petit à petit, et puis quitte après à peut-être voir ailleurs s'il y a pas une team un peu plus professionnelle qui pourrait l'accueillir. Mais en tout cas, pour l'instant, de repartir de la base, en fait. Je pense qu'il Ouais, aurait besoin de ça. je Repartir pense à aussi. zéro. Ouais, je pense Ouais. aussi. Ouais. Donc Oumar, si tu nous entends, si tu nous écoutes entre guillemets, vraiment pour le coup, ouais, c'est ça. Je crois que quand tu perds ton chemin, il faut revenir sur tes pas. Et c'est le moment de revenir sur ses pas, je pense. Ouais, parce que comme tu l'as dit, potentiellement, bah, c'est sa dernière chance, le prochain fight. Là, C'est clairement, possible. s'il subit une autre défaite, ça va être très compliqué la suite à l'UFC. Ouais. Parce que là, ils vont lui mettre un mec sur le prochain combat, logiquement, un mec inconnu, tu vois. Ils vont chercher en fait ce qu'ils ont essayé de lui faire pour lui, c'est-à-dire de le faire monter, que ce soit contre Menifield ou contre Kutelaba. Et ben là, ils vont l'utiliser lui pour faire monter un autre mec. C'est sûr. Ouais. Parce que là, maintenant, ça reste un visage connu de l'UFC, Oumar, dans le sens où c'est pas son premier fight, il a fait 3-4 combats, tu vois. Donc maintenant, lui, il va servir de marchepied. Ça veut dire que le prochain match, faut pas le perdre. Il faut le gagner de manière en plus où tu montres que t'as ta place. Ouais. Ça sert à de marche au pied, mais il faut que tu trébuches sur la marche, quoi. Faut que tu fasses trébucher sur la marche. Écoute, à voir. On verra pour la suite. En tout cas, un qui n'a pas raté son fight, juste pour finir sur cette UFC là, c'est Valeros, Magnifique. qui a éteint Josh Emmett, enfin éteint. En tout cas, il l'a battu par KO, parce qu'il l'éteint pas sur une frappe, mais en tout cas, voilà, il le finit. Quelle boxe. Euh, en boxe, qui est la spécialité de Josh Emmett, il a fait ce que Topuria n'a pas fait. C'est con, mais c'est ce que je me disais, parce que je voyais une corrélation entre le style de Valeros et le style de Topuria dans leur boxe anglaise, sur la manière dont ils rentrent, tu sais, avec les mouvements de buste
latéraux pour éviter de prendre un contre quand ils rentrent avec leur anglaise. Tu sais, tu vois des similitudes entre les deux combattants. Et puis finalement, bah, tu te rends compte qu'il y en a un effectivement qui sait éteindre la lumière peut-être un peu plus que l'autre, enfin plus sèchement, on va dire, dans la personne de Topuria. Mais en tout cas, celui qui a réussi à finir, c'est Valeros. Alors, entre-temps, Josh Emmett, il s'est passé du temps aussi. Faut nuancer les choses. Hein. Et puis quand tu compares les deux combattants, on compare que la partie boxe, la partie lutte et la partie sol. On a un Topuria qui gère sûrement mieux que Valeros, tu vois. Mais en tout cas, la comparaison, elle se fait automatiquement. Maintenant, comme t'as dit, c'est déjà c'était il y a quelques temps, donc Emmett c'était pas le même. Là, Emmett il est vraiment vieillissant et tu sens que là il vient d'enchaîner quand même deux performances où il se fait finir au premier round, Emmett. Ça lui était jamais arrivé. ouais. Il y a Zalal qui le soumet en quelques secondes et là il prend son KO. Ouais, mais Zalal sur du grappling, tu vois, donc Oui, bien c'est sûr, encore bien un peu sûr. différent. Après, Topuria lui a mis quand même, je crois que c'est le record de 17 dans un round. 10-7, c'est, je crois qu'il lui met 2 rounds 17. Tu vois, donc c'est, Non, il s'est fait rouler dessus dans tous les cas. Mais moi, Valero, je te dis, il m'impressionne hein, et sur ce combat encore plus. Parce que, en fait, même si on peut partir du principe que Emmett, c'est plus le Emmett de sa meilleure époque, tu peux quand même voir les qualités de combattant de Valero sur ce combat. Sa boxe, elle est magnifique. Comme tu disais, ses entrées, ses déplacements, tu sens que c'est puissant. Il est jeune en plus. Donc moi, j'ai hâte de le voir monter encore. ouais, moi aussi. Bah, je m'enflamme pas tout de suite, hein, parce que comme d'habitude, on laisse le Là, temps bon, là, aux c'est choses booké, de se passer. il y a un super combat qui est booké, c'est Zalal Sterling, il me semble. Mais tu mets un Sterling ou un Zalal contre Valeros, je kiffe. Ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ce combat Sterling contre Zalal. Il va être incroyable. Ça, je vais me poser devant, popcorn. Parce que le niveau de sol qu'il y aura sur les deux, là, le niveau de Zalal va être testé avec un Sterling niveau lutte, niveau sol. Franchement, ça m'intéresse énormément ce fight-là. Vraiment, Ouais. ça m'intéresse énormément. Donc ouais, faut laisser les choses se faire. On va le laisser monter. On va voir ce que ça va donner. Pardon, excusez-moi. Ah, putain, je vais pas arrêter de bailler. En plus, je t'ai vu bailler, sale bâtard, là, c'est de ta faute. Je t'ai vu bailler, tu Moi m'as aussi, je vais pas arrêter de bailler là. Ah là 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 là, mon vieux, on va faire un ping-pong de bâillement. Je sais pas si vous avez vu la dernière saison, toi tu regardes pas, mais de Baki, avec le samouraï là, qui font revenir d'entre les morts, tu sais. Et Musashi. tu vois, enfin, hein? Musashi. Musashi, exactement, je t'en avais parlé en plus. Et je te disais, en fait, ils arrêtent pas de bailler au début de la saison parce que c'est l'ennui, tu sais. Ils savent pas tous pourquoi, mais ils baillent, ils se retiennent de bailler, tu vois. Mais là, voilà, c'est pareil. On est trop haut maintenant, tu vois, c'est pour ça. On a plus de, C'est l'ennui. on fait 1000 vues, mais on n'a pas de concurrence. Donc c'est pour Ah ça que ça non, nous fait on n'a pas bailler. de concurrence, c'est sûr. Dans le bas, on n'a pas de concurrence. On baille face à la concurrence qui n'existe pas. Donc ouais, non bon, à voir en tout cas, mais c'était très impressionnant. Donc à voir pour la suite. On enchaîne avec Régnier de Rider qui va passer en light heavyweight. Donc il a dit, j'ai été un peu court, je pense que ça aurait pu aller dans mon sens. Attends, je zoome, je suis vieux. Je pense que ça aurait pu aller dans un sens ou dans un autre, mais je suis content d'avoir retrouvé la forme de mon corps. Surtout, j'ai pu faire 3 rounds intenses. Je sais que j'ai encore beaucoup à montrer. J'ai ramené des donuts parce que j'ai besoin que vous soyez lourds, que vous soyez forts, parce que j'arrive en 93, les gars. Donc, pas choquant. C'est une KT qui connaît. Hein. Il a déjà été champion des light heavyweight au One. Donc bon, ça me choque pas qu'il passe dans la catégorie du dessus. On sait qu'il fait des gros cuttings. Donc écoute, tu l'as dit toi-même quand on parlait d'Oumarcy tout à l'heure. C'est une KT qui manque cruellement de sol entre guillemets. Donc écoute, je trouve qu'il a sa place en tout cas pour essayer d'y aller. Ouais. Ouais, bah déjà il a le gabarit pour. Tu l'as dit, c'est une KT qu'il connaît déjà. Même si il a été heavyweight au One, c'est pas pareil.
parce que avec les restrictions au niveau du Mm. cutting, ça n'a rien à voir. Tu peux dire que c'est finalement c'est quasi les 84 de l'UFC. Moi, je pense quand même qu'il y aura une différence de puissance, notamment sur les impacts, parce qu'il prend énormément de frappes, même s'il les accompagne, il prend Ouais. quand même beaucoup de frappes. Quand tu auras un vrai 93 kilos qui, le jour du combat, en fera 103, 104, et qui va goûter les impacts, ce sera pas pareil. Je sais pas. Moi, je pense que Régnier de Rider, on l'a vu trop beau, et que on a vu ses limites sur ses derniers fights, et que la suite, il va gagner des combats, bien sûr, hein, mais je vois quand même un plafond de verre pour lui. Oui. Non, je suis d'accord. Après, tu parlais de puissance dans l'impact. Moi, je pense aussi à la puissance dans la lutte, où pour mettre sa dimension en place, il faut qu'il aille au sol. Et j'ai du mal aussi à le voir être assez puissant. Hmm. Tu vois, pour en tout cas sur le haut Ouais, du panier, pour installer son pour jeu. amener au sol. Pour Ouais. installer son jeu, c'est très compliqué. Très compliqué. Et Donc, puis, franchement, on l'a vu au sol. C'est bon, c'est même très bon, mais c'est pas létal. Tu vois, on n'est pas sur un ouais. profil où si ça tombe, t'es mort. Ouais. Ouais. Avec des combattants même sans être exceptionnels, avec un bon physique et une bonne base, tu peux survivre à De Ridder au sol. Ouais, je suis d'accord. Après, écoute, ça lui permet de gagner du temps aussi, hein. Du temps de cage entre guillemets parce que là il a atteint sa limite. On l'a Hum, vu de hum. toute façon dans la caté du dessous en 84. Euh, Là s'il monte, on va lui laisser 1, 2, 3 combats, tu vois, pour tenter sa chance. Mais Écoute, ouais, mais c'est pas un mauvais choix, tu vois. Des fois, je suis critique sur les mecs qui montent parce que je comprends pas le but de leur montée. Là, oui, en 84, il fera rien de toute façon. Donc autant tenter, ça coûte rien. ouais. Non, et puis surtout que c'est quelqu'un quand même qui a montré qu'il voulait combattre souvent. Hum, Parce que c'est ça le truc, c'est que qu'est-ce qui a fait aussi qu'il s'est cassé les dents sur son avant-dernier combat, véritablement, sans parler du dernier, mais surtout sur l'avant-dernier, c'est parce que les cuttings, il a payé ses multiples cuttings aussi. mhm. Donc le fait de faire des cuttings moins durs en 93, parce qu'il va cutter quand même, mais qu'il fasse des cuttings moins durs, écoute, ça lui permet aussi de pouvoir enchaîner peut-être un peu plus sans en ayant moins ce risque d'être vraiment mort, tu vois, physiquement, et de pas réussir de pas réussir à s'en sortir. Enfin, tu vois ce que je veux dire, enfin de comment dire, pardon, j'étais perturbé par un truc, mais d'être moins mort physiquement, et donc de pouvoir durer dans le temps. Et s'il perd, ça sera pas dû à la perte d'énergie, tu sais, du fait de faire des cuttings hydriques à répétition, quoi. Ouais. Non, non, ouais, t'as raison, ça se tente. Attends, je regarde vite fait le classement mi-lourd. Ouais, tu vois, il y a des profils. Ah non, c'est compliqué quand même. En fait, Parce qu'en fait, quand je compare physiquement les monstres que je vois, même si techniquement je me dis il y a possibilité, comme tu dis, j'arrive pas à le voir les amener au sol et les contrôler et faire quelque chose. ouais, mais alors attends, quand tu vois un, parce que tu sais, je pensais à Paulo Costa. Ouais, mais Paulo Costa, Paulo c'est pareil. Costa qui, voilà, non mais c'est ça. À ton avis, qui a le plus de chances de performer dans cette KT? Aucun des deux. Moi, je pense qu'ils devraient s'affronter l'un et l'autre et le perdant redescend en 84. Ouais, c'est ça le truc, hein. C'est ça le truc. C'est de se dire qu'il y aura quelques anomalies comme ça qui vont monter, qui sont pas forcément alors qui sont des gros gabarits. Alors si c'est des gros gabarits, mais tu vois, qui sont pas forcément des gabarits taillés pour cette KT. Enfin, tu vois, là, je pensais, le premier visage il y a deux visages qui me sont venus là pour RDR. C'est Prochaska et Ankalaev. Tu vois, même sans parler du reste. Mais deux styles qui sont un peu différents, tu vois, avec Prochaska et Ankalaev. Et je me dis, dans les deux cas, je le vois jamais passer l'un des deux. Non, Mais enfin, même, ni tu peux lui, ni descendre, Paulo hein. Costa, hein. Je Mais, te dis franchement, même, je suis pas un grand fan de ce combattant, mais même un Carlos Hulberg, ah oui. pour moi, il le finit. Il lui fait vraiment mal debout. Il va vraiment lui faire mal. Même Rountree, hein. Rountree va lui faire mal, hein. Trop explosif. Ça frappe Ouais. trop fort.
Jamais il va mettre la Ouais. main dessus. Il est pas tôt en plus. Ça, avant de te mettre la main dessus, il s'en prend des frappes Derrida. Ouais. Écoute, on verra. On verra. Effectivement, ce move me surprend pas plus que ça. Tu vois, en soi. Même si je vais nuancer quand même, c'est pas parce que là, il vient de perdre en 84, tu vois, contre qui déjà? Ouais, j'ai un trou de mémoire. Il vient de perdre Caillot. contre qui déjà? Boralho. Contre Caillot Boralho. Borayo. Ouais, bon, après Borayo, on a vu que lui n'irait pas beaucoup plus haut non plus. Mais, en soi, je pense que il avait encore des choses à faire, peut-être encore en 84. Tu vois, même s'il montait pas à la ceinture, il y avait encore des fights à faire avant de penser à monter. Je pense que s'il pense à monter, c'est que il sent que physiquement, tu vois, ça devient assez Ouais, c'est compliqué oui, pour c'est lui de faire possible. le coaching. C'est juste ça. Donc bon, écoute, à voir, à voir. En tout cas, il y en a un autre qui finira par monter, c'est Shimaev. Mais avant de monter, en tout cas, il va devoir défendre son titre contre Strickland. Donc ça y est, c'est officiel, à l'UFC 328 le 9 mai à Newark, ce n'est pas Nassourdine qui va prendre le fight, mais c'est bien Strickland. De toute façon, il n'y avait pas vraiment de surprise sur le fait que ce combat sera annoncé. Pourquoi? Parce que pour l'UFC, d'un point de vue business, c'est plus intéressant parce que Shimaev préfère affronter Strickland que d'affronter Nassourdine Imavov, en sachant que de toute façon, Nassourdine Imavov aura le prochain spot. Ça ne fait que reculer de quelques mois, entre guillemets, qui peut attendre, même si il peut combattre entre temps. Hein. Mais en soi, c'est pas, je pense que, tu sais, il y a eu beaucoup de critiques. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que Nassourdine s'est fait enfler par l'UFC. Je pense que c'est une situation qui arrange tout le monde. Ouais, je suis d'accord. Je pense que même c'est un mal pour un bien en prenant du recul là pour Nassourdine. Parce que la suite logique pour Shimaev s'il gagne, ça serait de monter, ce qui laisserait une ceinture vacante, donc un titre qui sera proposé à Nassourdine contre peu importe qui, mais en tout cas pas contre Shimaev. Parce qu'on va pas se mentir, Shimaev, ça reste quand même le cauchemar pour tout le monde actuellement. C'est l'adversaire le plus dur à affronter là actuellement. Tu vois, personne n'a trouvé la solution, c'est compliqué. Alors que Ouais. sur tous les autres profils, ah, Nassour, il est bien quand même. Ah oui, il y a match sur tous les autres profils, effectivement. Non, mais de toute façon, j'ai envie de te dire, si Shimaev il gagne, il a sa ceinture et monte. Voilà. L'UFC lui a dit, faut qu'il défende une fois son titre. On va pas se mentir, il est à 110 kilos dans la vraie vie. Alors c'est pas 110 kilos affûté, mais il est Non, à non. 110 kilos. Voilà. C'est juste que le mec, tu sens que le cutting, lui aussi, tu vois, il s'en fout. Donc il sait qu'il est puissant. Lui, pour le coup, il a un style vraiment qui, chez les 93, pourrait vraiment lui permettre, pourquoi pas même d'être champion entre guillemets. Donc pourquoi pas. Donc s'il gagne, il monte, il laisse la ceinture. Si Strickland gagne, Shimaev monte, mais il y a un combat légitime. Alors attention, je mets des gros guillemets hein, quand je dis ça. Je dis pas enfin là, on n'a pas fait d'analyse de qui va gagner. C'est juste des spéculations. Parce que je vois déjà dans les commentaires, non mais t'es un ouf, Jarod, Strickland jamais il passe Shimaev, patati patala, oui, bah, il fait jamais passer non plus Adesanya. Ah, on va pas se mentir. Donc Strickland, il peut créer des surprises, c'est comme ça. Il y a des gens comme ça qui créent des surprises. Strickland fait partie des surprises potentielles. Mais attention quand je dis ça, encore une fois, je ne dis pas qu'il a le potentiel pour gagner contre Shimaev. Mais en tout cas, s'il prend la ceinture et que Shimaev monte quoi qu'il arrive, alors ça dépend. Soit c'est là où le bas blesse. Soit il demande une revanche parce qu'il peut pas rester sur cet affront. Et dans ce cas-là, ça décale encore plus Nassourdine. Bon, je pense que Soit il c'est monte ça. vraiment, et dans ce cas-là, Nassourdine Strickland, c'est un combat que l'UFC veut voir, de toute façon. Puisque de toute façon, il y a un bif entre les deux depuis des années. Mais Donc, c'est impossible que si Shimaev perd, il demande pas une revanche. Impossible. c'est ça que je me dis aussi. Ouais. Aucune chance. Tu vois le personnage, tu vois l'orgueil du combattant, c'est impossible. Surtout contre Strickland, jamais de la vie. Il va Ouais, militer à mort pour sa revanche. Et je pense qu'il mais le l'aura. problème, et je suis pas sûr. C'est ce que j'allais te dire. J'en sais rien, en fait. Parce que, imagine, Strickland passe Shimaev. Il prend, ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ça, il prend son quickening. Il prend son énergie vitale, il prend sa hype. Derrière, Strickland est une énorme star pour l'UFC. C'est déjà le cas. Ça sera encore plus le cas. Strickland, c'est une grande gueule qui aura de toute façon son mot à dire vis-à-vis de l'UFC sur qui il veut pour la suite.
Shimaev perd son côté invincible. Donc, derrière, c'est un mec qui casse les couilles à l'UFC. On va pas se mentir. Vraiment. Tu sais, qui prend la tête à l'UFC. C'est un bourbier. Lui aussi, c'est un bourbier, tu vois. Je pense que s'il pouvait s'en délester un petit peu, tu vois, en tout cas, dans le rapport de force, s'il pouvait avoir un peu plus de contrôle rééquilibrer le sur truc, Shimaev. Ouais. Exactement. Si Shimaev y perd, je suis pas sûr que l'UFC lui donne une revanche et prend le risque d'avoir un mec qui va reprendre une ceinture pour ensuite après monter. Tu vois ce que je veux dire, de catégorie, donc il va la relâcher dans la foulée et qui va laisser une ceinture encore une fois sans légitimité. Alors que là, t'aurais un Strickland champion qui pourrait défendre sa ceinture contre des mecs qui veulent rester. Enfin, qui sont dans cette caté. Avec un Assourdine en plus qui est là et qui attend sa place derrière. Moi, je suis pas persuadé que l'UFC, même si Shimaev la demande, je suis pas persuadé que l'UFC lui donne. Ils vont lui dire, écoute, ok, c'est pas ta caté, monte. Là, vas-y, on te laisse, on t'autorise. Vas-y. Bah en fait, je pense que tout dépendra de l'audience que va générer le premier fight. Là, en fait, il est quand même vendu comme un plus gros fight de l'année. Tu sens, et même moi, hein, franchement, s'ils m'ont hypé, c'est con. Franchement, le fight là, j'ai trop envie de le voir ce combat, mais vraiment. Ben oui, mais moi aussi. Mais il m'a hypé dès que j'ai vu Strickland gagner de toute façon son dernier combat. Et qu'on a vu qu'il était en lice contre Fluffy Hernandez et qu'on a vu qu'il était en lice pour être champion. Je l'ai dit directement, comme quoi c'était pas sportivement ce qu'il fallait le fight qu'il fallait qu'il soit fait. Bah oui, mais en termes de hype, c'est compréhensible. Même en tant que fan français, franchement, c'est ouais. D'ailleurs, MVP il a réagi à ça, t'as vu? Non, j'ai pas fait attention. J'ai vu qu'il a fait des sorties sur les salaires et sur son positionnement, mais pas là-dessus. Je crois que c'est le journaliste d'RMC qui lui dit qu'est-ce qu'il pense du combat à venir entre Strickland et truc et en fait c'est lui qui lui a appris, tu vois, il savait pas. Et genre il le regarde, il dit comment ça Strickland Nassourdine, il a pas le combat. Et le mec lui dit non, ça y est, c'est officiel et tout et MVP se met à rigoler, il dit non mais en gros c'est du foutage de gueule quoi. Il dit non mais c'est n'importe quoi. Ah mais alors par contre j'ai pas vu MVP mais j'ai vu énormément de combattants et de pontes de l'UFC qui ont dit comme quoi c'était pas normal. Non mais ça c'est une réalité. Il y a pas là-dessus, c'est une réalité. Le seul qui devait avoir ce fight, c'est Nassourdine Imavov. Là-dessus, il y a pas de souci. Maintenant, de toute façon, Nassourdine, lui, il a décidé de ne pas prendre le backup de ce fight-là. Visiblement, son manager Younes a dit. Alors, l'UFC, ce n'est plus. Attends. L'UFC, ce n'est plus que la loi du sport. C'est la loi des affaires. Et Sean Strickland est la deuxième plus grosse star américaine après John Jones. Ce n'est pas une surprise, l'UFC a été transparent et respectueux à l'égard de Nassourdine Imavov. Il a été compensé pour son mérite avec une revalorisation salariale. Et t'as Nassourdine qui a dit à ceux qui me soutiennent, ça arrive. Pour les autres, ça arrive aussi. J'aime bien. J'ai kiffé cette petite. C'est toujours. Vous inquiétez pas. C'est toujours précis. De toute façon, les sorties de Nassour. Il parle peu, mais quand il parle, c'est efficace. Ouais, précis comme son jab. Je te jure. Il envoie des jabs verbaux, tu sais. Mais en tout cas, voilà, je pense que de toute façon, comme je te dis, c'est des choses qui les arrangent. Il a pu négocier plus d'argent. Bon, ça, c'est le nerf de la guerre, on va pas se mentir. Il est jeune, il sait qu'il aura son titre derrière. Oui, légitimement, c'est lui qui devait l'avoir. Maintenant, je pense que ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Ouais, je suis d'accord. Donc on va pas s'offusquer plus que ça. Maintenant, l'UFC a voulu mettre Strickland. Écoute, moi, dans tous les cas, de toute façon, Shimaev, je l'aime bien. J'aime bien son style. Mais son caractère me saoule complètement. Enfin, tu sais, ce côté, je suis le meilleur, je smash everybody, mais une fois par an, si c'était pas moins. Et puis si j'arrive à faire le poids, et puis peut-être que je vais changer de KT, et puis. Il y a trop de guillemets, il y a trop d'astérix avec lui, tu vois. Il y a trop de définitions en bas de la page. Donc ça commence à me saouler, tu sais. En fait, le Shimaev que j'ai kiffé, qui m'a été vendu par lui-même. C'est quand il est arrivé. Au début de c'est quand il est arrivé et qu'il faisait 3-4 combats par an, qu'il enchaînait et qu'il prenait tout le monde. Ça, j'étais d'accord.
ça reste. Y a pas énormément de noms à l'UFC où quand tu vois qu'ils sont sur une carte, t'es excité. Et pour moi, il en fait partie. Quand je vois Ouais, Shimaev sur la carte, je suis grave excité. plus depuis Dricus. Ah si, moi je suis J'attends excité. de voir le prochain combat. Ouais, non, mais tu as le droit. Mais en tout cas, moi, depuis le combat contre Dricus Duplessis, bah écoute moi, d'une part, enfin comme je t'ai dit, déjà il nous a saoulé avec le fight, il se fait pas, est-ce qu'il sera vraiment dans la cage le jour J, est-ce qu'il y aura pas de problème de poids, puis de toute façon s'il fait pas le poids il en a rien à secouer, enfin tu vois il est là, il te regarde, ouais bon j'ai pas fait le poids je m'en fous, enfin tu vois il est capable de chambouler toute une carte parce que monsieur n'a pas fait le poids, parce que c'est ce qui était arrivé quand il devait combattre Ned Diaz. Bon, ça c'est les dieux du MMA qu'on protégeait Ned Ouais, Diaz, ça a sauvé Ned mais Diaz. mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que bon, allez, je pouvais encore accepter ça parce que derrière, il arrachait les dents d'un Whittaker. d'un Whittaker, merci. Il arrachait les dents d'un Whittaker. Mais par contre, depuis le combat contre Dricus, je me dis attends, si c'est ça, le Shimaev champion, eh ben, je peux beaucoup moins accepter les problématiques hors cage. Tu vois ce que je veux dire? Moi en fait, je peux pas me baser sur un seul combat. Donc je l'attends avec impatience. J'attends avec impatience de le revoir là. Et même si la performance, elle est pas, comment dire, elle est pas spectaculaire. Moi, il m'a impressionné de fou sur ce combat. Contre Dricus, j'ai été impressionné par la perf. Oh, ouais, mais Franchement, j'avais non, impressionné pendant 20 secondes et puis après je me suis fait chier et puis j'ai arrêté ouais, mais d'être concentré quoi. ça reste ultra impressionnant. Ce qu'il fait à Dricus, ça Oui, reste ultra ouais. impressionnant. Ouais. Bon, on va pas refaire le débat qu'on a déjà fait hein, parce que Oui, voilà, on l'avait déjà retournez fait. voir l'épisode qu'on avait fait. C'est impressionnant oui et non parce que moi tu vois comme je te dis là à la lumière de d'un Holloway Oliveira, je suis désolé mais ça oui j'ai trouvé ça impressionnant. Shimaev, vu son niveau, j'ai pas trouvé ça impressionnant. Il a juste maintenu un adversaire au sol sur un crucifix Ouais, mais qui a pas duré n'importe 25 quel minutes. adversaire. Pas n'importe quel Ah, adversaire. je m'en tamponne. Ah oui, toi. Je m'en Moi, non. tamponne. Moi, non. Ah, je m'en tamponne le coquillard parce que le mec, il avait vraiment la possibilité de faire mieux et il a pas pris de risque alors qu'il avait la capacité de le faire techniquement, physiquement. Donc bon, voilà, c'est tout. On va pas refaire le débat. De toute façon, on n'était pas d'accord à cette époque-là, on n'est toujours pas d'accord aujourd'hui et c'est pas grave, on Demain a le encore. droit. Tu as le droit. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, c'est ça qui fait le sel de notre podcast. Pas de panique. La petite dédicace à ton t-shirt. J'adore quand tu le mets celui-là. Et donc voilà quoi. Mais mais bon. Et dans l'autre cas, si Shimaev roule littéralement sur Sean Strickland, je vais pas bouder mon plaisir non plus. Parce que Oui, c'est la fin de mon intervention de tout à l'heure. Là pour le coup, s'il le jette dans tous les sens et qu'il l'étrangle, déjà il fera ce que personne n'a fait. Parce que ouais. il défend très bien Strickland et derrière voilà je serais content de voir ce petit facho là se faire décapiter tu vois enfin oula non je vais pas dire ça comme ça parce que là je me suis fait le Ah, film et en fait ça renvoie à t'es des trucs border là. non T'es border. parce que je pense non mais parce que je pensais à l'étranglement tu vois c'est pour ça oui non pardon excusez-moi je ne voulais pas dire ça Non, par contre, le je suis truc, désolé. moi, le seul truc qui va être relou dans ce fight, je pense, c'est que ça va franchir les limites verbalement. Ça va être sale. Tu vois, c'est même sûr. L'avant-fight va être très sale. Ouais, et encore, tu sais quoi, j'écoutais la dernière fois euh, Alex Herbinet qui disait, je crois qu'on se fait un monde de ce qui va se passer. En fait, il y en a un qui va dire terroriste, l'autre qui va dire smash everybody. Et en fait, ça va être que ça. En fait, ils vont juste se faire un ping-pong sur le je te smash et toi t'es un terroriste et je te smash et tu niques des chèvres et ouais mais je vais te smatcher. Et en fait, alors ça va être sale, mais ça va être très redondant et je pense que Ouais, les mais gens c'est voudront lourd. pas. Mais c'est relou, en fait. Tu vois, si ça tourne qu'autour de ça et que, en fait, l'actu, bah, ça va être que ça pendant je sais pas combien de temps, ça va vite être relou. Tu vois. Bah c'est pour Vivement qu'il ça. passe, ouais, qu'il se retrouve. Ouais, mais c'est ce Ouais. que je te dis. Je te dis, ça va être chiant. Ça va être sale et ça va être chiant. Il n'y a pas d'intérêt. Donc,
Vite que ce combat passe, parce que moi je veux les voir face à face dans la cage et c'est tout ce que je veux voir. Je veux pas voir tout ce qui est autour, ça m'intéresse Ouais. Après que le fait que Nassourdine ne prenne pas le backup, j'ai envie de dire c'est normal, c'est courant de toute pas. façon. Mais Nassourdine attends. là, Non mais en plus en termes de stratégie, c'est deux profils à l'opposé. ah oui, Tu oui. prépares qui? Tu prépares qui pour la ceinture? Ouais, non mais je suis d'accord. Tu fais un camp full lutte pour Shimaev ou tu fais un truc de boxe pour Strickland? Impossible à préparer. C'est vrai que c'est impossible à préparer, mais de toute façon il nous l'a prouvé, en tout cas, enfin il l'a dit par le passé. Les backups c'est pas intéressant, ça ne l'intéresse pas. C'est pas, il veut un vrai spot. Tu vois, c'est vraiment ça. Il est Hein, légitime à avoir un vrai spot. C'est pas, c'est je être rentre pas backup, par c'est la petite vraiment, porte. voilà, c'est ça. Il aura son affiche prévue à l'avance. Et ça encore, je trouve que c'est bien parce que ça montre ta légitimité. Tu vois, t'es pas là à courir après le titre et montrer à l'UFC que justement t'es pas là à courir après Voilà. le titre. C'est bien T'es pas aussi, là à tu vois, dans le mendier. rapport de T'es pas force. là à mendier parce Exactement. qu'on voit que ça paye pas de toute façon les backups. Parce qu'après tu te Ouais, retrouves comme Gamrot à faire ton backup et à te retrouver à combattre des top 15. exactement. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va combattre en attendant, pourquoi pas en attendant contre un Dricus Duplessis, ou est-ce qu'il laisse le spot vraiment vacant, qui combat pas jusqu'à ce qu'il ait sa chance au titre, parce que visiblement il a été dit que c'était lui le prochain à l'UFC. Alors c'est un accord verbal qui a de valeur que les que la parole de l'UFC, mais justement en ne grillant pas sa place, en tout cas son combat potentiel avec un Dricus Duplessis qui serait le plus légitime finalement parce qu'il l'a jamais affronté et parce que c'est l'ancien champion. Donc potentiellement, ça fait un fight inédit pour une ceinture vacante. Faut peut-être pas griller ce combat et je pense pas que l'UFC grillera ce combat, tu sais, avant de voir ce qui va se passer justement le 9 mai et pour la suite quoi. Ouais. Moi je suis d'accord. Je suis d'accord et puis je pense que la décision elle revient aussi à son coach Nicolas Haute pour le coup qui le gère assez bien sur ça, tu vois, il a su à un moment il a enchaîné les fights parce qu'il sentait qu'il en avait besoin. Je pense que tu vois le coach sait mieux. Le coach il sait quand t'as besoin, quand il Mm. voit ce que tu donnes à l'entraînement, quand tu il sent que t'es plus dedans ou t'as besoin de reprendre un peu tes marques, etc. Bah là il y aura un combat et s'il sent qu'il est toujours bien, ça sert à rien. Si Ouais. vraiment son fight est validé, ça sert à rien de se cramer. Parce qu'en plus, financièrement, sur ses derniers fights, il a fait des grosses perfs. Il a pris des gros noms. Je pense qu'il a eu des belles primes. Donc il est pas à 6 mois près, tu vois. Après, je suis pas dans sa vie, hein. Non. Mais je pense qu'il s'est mis assez à l'abri pour tenir un peu de temps sans prendre n'importe quel fight. Oui, puis je pense pas que ça soit un mec qui dilapide son argent, donc je pense que ça va. Je pense que tu vois, il a l'air d'être, je le connais pas personnellement, mais il a l'air de, tu sais, d'être D'avoir la plutôt tête sur les épaules, hein. simple, voilà, simple comme garçon. Donc je pense pas que tu vois, il s'achète des montres en or et des voitures de luxe. Donc je pense qu'effectivement, il a de quoi voir venir. Donc ouais, écoute, c'est pas mal. C'est pas mal cette histoire. J'ai hâte de voir comment ça va se dessiner, comment ça va se décanter, et puis effectivement, voilà, de laisser Shimaev prendre sa porte de sortie par la suite, et puis de libérer un peu cette catégorie qui a du monde qui pousse derrière et surtout Tu sais, je qui viens de me faire, permettra, tu vois, je viens de me de faire un quoi. scénario dans la tête là, et je suis sûr que ça peut se faire. Si Shimaev monte en 93, Ouais, il va avoir un title shot direct. ouais, S'il gagne la ceinture, ouais. il va défier le champion polo pour monter en lourd, pour faire la triple ceinture. Certain. Si c'est Pereira gagne, il fait la demande sûre. Et physiquement, il peut en plus. Ouais, physiquement il peut. Il vient des Ah, 60, il vient des 77, hein. franchement, bah, Euh, on verra ce que ça donne en 93. Faut pas se projeter trop loin. déjà, Mais je te dis que je te dis pas qu'il le fait. Je te dis pas qu'il gagne. Je te dis que je pense qu'il le tente. écoute, pourquoi pas. Mais tu vois, Pereira qui aille chercher une ceinture des poids lourds,
qui part des 84, où il se saignait pour être en 84, et puis après qui s'est installé en 93 pour monter en lourd, ok. Chimaev, il vient des 77 à la base. Hein. Il est monté en Ouais, 84, là il va monter en 93. Il fait 109 kilos dans la vraie vie, mais 109 kilos qui a gras. mangé, qui a mangé Bien un peu gras. trop à la cantine, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais j'ai eu ce flash. Je suis certain que s'il prend la ceinture des 93, il le tente. Je sais pas si Et ça se après, il arrête sa fera, carrière. mais il le tente. Écoute, à voir. À voir. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, ce mec-là, c'est là où je vais te rejoindre. C'est que de toute façon, il faut pas qu'il reste champion dans une KT, parce qu'il va bloquer les KT. Tu vois, vraiment, il va bloquer les KT. Et là, pour le coup, tu vois, c'est pour ça que c'était la fin de ma phrase quand t'as eu ton flash. C'est que libérer la KT, parce que de toute façon, s'il reste champion, il y aura trop de temps qui va se passer entre chaque fight. Tu vois, tu vas toujours être dans l'attente d'un Mhm. futur contender, et puis en fait, ça va scléroser une catégorie. Et s'il monte en 93, et je sais plus où j'ai lu ça, mais je suis totalement d'accord. Je crois que c'était un commentaire de quelqu'un qui avait mis, je sais plus si c'est sur nous ou si c'est ailleurs, mais je suis totalement d'accord. S'il monte en 93, de toute façon, il fera la même chose. Il sera pas plus actif. Parce qu'il Non, sera dans une caté du dessus. Il sera aussi actif à faire sa vie, à aller à droite, à gauche, à aller coacher par-ci, aller par-là, à faire l'influenceur quelque part, à faire ceci. Tu vois, bon. Donc mais là-dessus, ce sera encore pire même, parce qu'il y a aucune star en 93. C'est-à-dire qu'il y a même ouais. pas de, il y a même pas de bif à créer, tu vois. Il y a même pas de buzz à faire, de mecs à défier, etc. Il y a personne à 93. Ouais, et puis d'ici qui disent ouais, j'affronte pas en KLF parce qu'on est frères. Bon, bah, c'est sûr même. Donc ils vont nous refaire la même sauce que dans chez les 84. Mais de toute façon, Euh, est-ce que ce combat te donne envie, en vrai? En Kalaev Shimaev, oh là là. Est-ce que en Kalaev te donne envie? Écoute, moi, le seul combat qui me donne envie chez les 93, c'est Prochaska contre Shimaev. Oui, c'est le seul. Parce Voilà. qu'il y a, il y a Parce que Prochaska, il y a Roundtree, il y a Prochaska et le reste du monde. Bah, Rountree, on a vu le sparring, donc ça suffit déjà. voilà. Roundtree, ça y est, Il il l'a est dit dans la, lui-même, tu vois, il est rentré dans sa tête. Rountree, il a dit, je me suis senti humilié. il a le Burj Khalifa dans sa tête. C'est même pas un loft, c'est même pas, tu sais, il a vraiment il a il a la tour Montparnasse qu'il a bâtie dans la tête de Mais Roundtree. je pense même que Euh, Rountree, il refuse le fight. mais bien sûr, Pour que le par mec amitié. dise, tu sais, non, mais pour que le mec dise devant un média, on sait les combattants comment ils sont, surtout à ce niveau-là. Là, on parle de mecs qui sont dans l'élite et qui vont jouer des ceintures potentiellement. Pour que le mec dise, je me suis senti humilié à l'entraînement, genre, il m'a fait des trucs de fou. C'est bon, c'est mort. On sait, on connaît le résultat. Mais on sait très bien ce que c'est qu'un truc de fou. Il a fait comme avec avec Dricus, il l'a maintenu, il l'a dit. Hein. Il est pendant 1 heure en crucifix, et puis le mec il a pas bougé. Ouais. Donc non, ouais, il y a que, comme tu dis, à Prochaska et puis c'est tout. Ouais. Donc c'est le seul combat qui m'intéresse entre guillemets parce que la folie de Prochaska pourrait peut-être faire quelque chose. Tu sais, des trucs un peu, des angles un peu chelous, Même si une ouais, résilience de ouais, malade. bon, faudra analyser, mais j'ai quand même du mal à y croire. Faut voir. Faut voir. C'est moi aussi, c'est pareil. Tu vois, je dis ça, mais c'est à analyser. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est voilà, une fois qu'il a fait ce combat-là, il prend la ceinture parce que bon, je pense que contre Hulberg, sauf sauf surprise, pour moi, je vois, j'ai pas analysé, hein, mais comme ça, je vois Jiri devant. Donc, Hmm. en tout cas, j'espère que ce sera Jiri qui reprendra sa ceinture Comme d'hab, à l'usure. C'est-à-dire qu'il va prendre à des frappes, l'usure. il va prendre beaucoup de frappes au début, puis petit à petit, il va commencer à s'exciter, et puis sa folie va faire qu'il déborde, et puis, de Pete toute façon, quand il Mekao, touche, ouais, quand il touche, il fait vraiment mal. c'est ça. Donc, effectivement, si après il veut aller chercher une ceinture plus haut, maintenant, ouais, un Gann, si vraiment Gann il a Ah, bossé et qu'il je kifferais continue à voir ce bosser combat. sa lutte et tout ça, un Gann Shimaev, Je kifferais écoute, voir ce pourquoi combat. pas. Ça serait beau. Ouais. Donc, à voir, à voir. Par contre, le combat qui suit, est-ce que tu kifferas le voir ou pas? Alors, je sais Kamaru pas Usman c'est contre quoi, mais Connor. Kamaru Usman contre Conor McGregor. pas du tout. X McGregor 2026 avec des grands yeux comme ça, bien ouverts.
Euh... Pas du tout. Bah non, pas du tout. Ah Pas bah du moi non plus. tout. Et Moi non plus. même à l'époque, en fait, j'aurais pas voulu le voir. Même quand Connor était à son top, j'aurais pas voulu le voir. Bah oui. Parce que physiquement, il y avait énormément d'écart. On a vu ce que ça donne à un Connor en 77, ça a jamais vraiment performé. En tout cas, ça a pas pris d'adversaire crédible à ce point-là. Et actuellement, bah, il y en a un qui est en bien meilleure forme, hein. Kamaru, on a vu sur son dernier fight qu'il est encore bien présent. Connor, il va revenir dans une KT qui n'est pas la sienne de base et après un ring rust de fou, il y a aucun intérêt pour moi. Et en plus, stylistiquement, c'est tout ce qu'il Et lui faut voilà. pas. Bah moi c'est surtout ça qui m'inquiète. C'est le côté stylistique. C'est que même si Kamaru lutte beaucoup moins dans les faits et plus boxe plus en anglaise aujourd'hui qu'il ne lutte, donc peut-être que le pari il se fait là-dessus. Mais même Mais bon. là-dessus. Mais même là-dessus, parce que Connor, on a vu que plus il monte de KT, tu vois, déjà, même en 70, quand il prend Poirier, etc., il perd quand même de la puissance. Je pense qu'à 77, il a plus ce knockout power qui est lié aussi à son explosivité, sa vitesse et tout. Et à 77, je pense pas qu'il frappe aussi fort que quand qu'il était plus bas. Et en face, bah, Kamaru, ça encaisse, hein. Kamaru, ça encaisse vraiment, hein. Faut pas rester sur le KO, enfin, sur le high kick qu'il prend, hein. Tout le monde tombe, hein. Il y a pas un mec qui encaisse ce high kick de Leon Edwards à la dernière seconde. Impossible. Si Romero. Ah, j'ai dit un mec, j'ai pas dit un robot. Le mec n'est pas humain. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, mais alors, si le combat se règle debout, anglaise de Kamaru contre anglaise, enfin, contre boxe, on va dire, parce que j'espère que Connor, s'il revient, il reviendra avec un panel plus large que son simple crochet qu'il essayait de spammer à tout bout de champ. Parce que, tu sais, tu dis, il perd de son punch quand il est en 77. Mais en soi, il faut dire que techniquement, moi je pense que c'est même pas une question de puissance ou quoi que ce soit, c'est juste qu'il avait grave Oui, limité c'est vrai. son jeu. C'est En vrai. fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il faisait que du crochet sur le gros bouclier rond là, Oui, et c'est vrai. puis en fait, il essayait que de mettre ça. Si demain Connor il revient à ses origines, c'est-à-dire avec beaucoup plus de variété, beaucoup plus de kicks, je me dis que potentiellement ça devient intéressant si ça se règle debout. Maintenant, si Kamaru il décide d'actionner en lutte et de faire ce qu'il a fait à Buckley. hein, Buckley? je comprends pas ce que t'as dit. Toi avec ton Buckley? micro, tu sais quand tu. Bah, tu parles Alors en même temps commence que une moi. À Buckley. à Buckley, c'est ça. Non, en fait, c'est pas ça, c'est que je t'ai déjà expliqué que quand tu dis un seul mot, en fait, ça blou. Tu vois ce que je veux Ok, dire avec ton donc je vais micro. dire deux mots Donc maintenant. donc là quand t'as dit tu parles en même temps que moi à Buckley, là, tu vois là ça j'ai eu toute la phrase. Donc oui, à Buckley exactement. Donc il décide de le lutter. À partir de ce moment-là, même si Connor, on sait qu'il lutte bien, il y a pas de problème, il a une bonne défense de lutte et tout ça. Euh, bon, je pense qu'il va passer un sale quart d'heure quand même. Non, mais en plus, ça m'intéresse pas du tout. Je vois pas l'intérêt, hein. Kamaru contre Islam, ça m'intéresse. Pour moi, Kamaru, il est Hum, encore au top niveau. Il nous a montré qu'il est oui. encore bien présent et il mérite justement de faire des gros combats qui ont encore un attrait sportif. Tu vois, il serait vraiment fini. Oui, tu fais ton combat contre Connor et tu prends ton chèque et puis fin de l'histoire. Mais on n'en est pas là encore. Ouais, mais si. Alors attends. Toujours une question de temporalité. Tu vois, je vais te redire exactement ce que je t'avais dit pour Charles Oliveira. Si le prochain, il a la certitude que c'est pas lui contre Islam Makhachev, que Islam affronte soit un Morales ou un Yann Gary. Tu vois, parce qu'on sait toujours pas lequel des deux sera potentiellement, mais en tout cas, c'est les deux noms qui sortent. Tu vois, qui sera potentiellement le futur adversaire. Qu'en plus, tu sais qu'Islam Makhachev, en cas de victoire, ça se trouve, peut-être qu'il va aller prendre un Topuria. Donc ça te ramène loin, hein, tout ça. Eh ben, tu te fais un money fight à l'International Fight Week contre McGregor. Écoute, argent facile sur le papier. Pour Kamaru, oui. C'est quoi l'intérêt de McGregor? McGregor, il veut revenir.
Oui, mais McGregor, je crois que là, il veut revenir, il mais veut je pense qu'il veut revenir. gagner aussi. Moi, je pense qu'il veut revenir et il veut gagner. Il est pas Ouais, mais est-ce stupide. qu'il... Il est loin d'être stupide. Il a plein de défauts, mais je pense pas qu'il soit stupide, en tout cas dans le l'art du combat et dans le choix de carrière. Kamaru, sur le papier, Ouais. c'est le pire match-up pour lui. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, McGregor, il a compris que l'UFC lui donnera pas tout ce qu'il veut. Ils ont les cartes en main et ils décident. Mais il y aura jamais ce combat. C'est un tweet. Attends, là, c'est le dernier épisode, on parlait de Kamaru contre Nassourdine en 84 ou contre Dricus. Et là, il a mis un tweet parce qu'il sent que Connor va revenir potentiellement et que il veut gratter sa pièce. Et ça n'arrivera jamais, ce combat. Écoute, je sais pas. En tout cas, tu sais, c'est vraiment cette chimère, là, cette licorne, le McGregor, tout le monde le veut. Mais comme Toutes les depuis semaines, tout le t'as un temps. nouveau, hein? Comme depuis tout le temps, en fait. Ouais, non, Tu mais c'est t'écoutes nos encore, épisodes de il y a 2 ans, on en parlait à chaque épisode quasiment, qu'un tel avait défié Connor, et tout le temps. c'est C'est fou vrai quand qu'il même, hein. plane, c'est vrai que il a beau en sortir, il y a eu une longue période où là, c'était Voldemort, personne n'a mentionné son nom nulle part. Et là, depuis qu'il est revenu là pour l'histoire de la Maison Blanche, et ben chaque semaine, il y a une actu sur Connor. Mais c'est pour ça, les gens, ils disent, ouais, je veux pas revoir Connor, je veux pas revoir Connor, ce combat, s'il revient, ça me hype pas du tout, patati patala. Mais je crois qu'on vit pas dans les mêmes sphères que les combattants, parce que les combattants, ils veulent toujours voir Connor, hein. Ils veulent toujours l'avoir entre les mains. Alors certes, parce qu'ils se disent que justement c'est de l'argent facile, qu'il apporte énormément d'argent et qu'aujourd'hui il est plus compétitif. Mais en tout cas, c'est là où tu vois à quel point quand même ce mec-là, il a mis son empreinte sur le sport. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est-à-dire Hmm. qu'encore aujourd'hui, le mec, il a pas combattu depuis quand? Ça fait des années là qu'il a pas combattu. Ça doit faire Le mec, 5 il ans. s'est Non, 5 ans. 4 ans, Et 4 ans, 5 ans. Et encore aujourd'hui, il est appelé par tout le monde. Tout le monde, tout le temps. C'est ouf. C'est personne d'autre, ça n'arrive avec personne d'autre. C'est Ouais. le seul mec à qui ça arrive. Bah, et puis, je préfère voir ça que de voir un Nick Diaz dire qu'il va revenir pour être champion. T'avais vu ça ou pas? On n'en avait pas parlé, mais il avait fait une décla comme quoi il disait qu'il était convaincu de revenir pour être champion. Bon, mais Ned Diaz, c'est Non, 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 Nick Diaz. Nick, ouais, mais Nick Diaz. Nick ou Nate, de toute façon, je déteste l'un comme l'autre. C'est pas des combattants Ah, que. mon Dieu, mon Dieu. Tiens, bon, en parlant de ça, l'actu d'après, c'est Ned Diaz, justement. Ned Diaz contre Mike Perry. Deux mecs qui veulent aussi affronter Conor McGregor. L'un en MMA, qui parle d'une trilogie, et l'autre en bare knuckle, Ouais. tu sais, avec Mike Perry, puisqu'ils avaient eu leur bif, où McGregor l'avait, soi-disant viré du BKFC, et puis finalement, tu te rends compte qu'il est encore là. Ça serait dommage de se priver de la plus grosse star Mhm. qu'ils ont, parce qu'en fait, Mike Perry s'est hissé au rang de superstar dans cette discipline. Et donc c'est le dernier combat, enfin l'avant-dernier combat qui a été signé sur la carte Netflix. Donc là où il y aura Ronda Rousey contre Gina Carano, il y aura Ngannou contre Linz. Donc celle du 16 mai à l'Intuit Dome de Los Angeles. Donc le combat Ned Diaz versus Mike Perry a été annoncé en 5 rounds. En 5 rounds. Mhm. Voilà. L'info se suffit elle-même. Non mais Je sais même pas quoi te écoute, dire. Franchement, bah Mike Perry c'est pas en MMA qui performe le plus. On l'a dit en bare knuckle, c'est là qu'il a trouvé vraiment on va dire sa discipline. Tu vois, c'est vraiment c'est son jeu, c'est sa discipline. 5 rounds, on voit quand même que c'est pour mettre Ned Diaz quand même Bah, à on sait l'avantage. que c'est un combattant qui t'a à l'usure lui aussi. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui frappe ultra fort, mais c'est un cardio réputé illimité. C'est un Et une mec qui mâchoire encaisse sa illimitée aussi. mort, donc oui, le 50 c'est pour l'avantager. En tout cas, c'est pour rééquilibrer, on va dire, le fight parce que Ned Diaz, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Alors que Perry, il est encore compétitif à haut niveau. Dans un autre sport, certes, mais en tout cas, tu sais qu'au niveau conditionnement, il est encore bien prêt, Mike Perry. C'est ça. C'est ça.
Moi, j'aime bien Mike Perry, j'aime bien sa gueule. On dirait, tu sais, un méchant. Enfin, tu sais, tu regardes pas The Boys. Non. Ouais, c'est des têtes comme ça, The Boys ou tu sais un mec dans un des vampires dans Blade. Tu Non, mais je suis vois, d'accord. il a une tête un peu comme ça. Tu vois, J'aime bien Mike Perry aussi, d'autant plus depuis qu'il est parti de l'UFC et qu'il a construit son personnage au BKFC. Comme t'as ouais. dit, il a vraiment trouvé sa discipline, son organisation. C'est pourtant le bare knuckle, je suis pas, bon, c'est pas quelque chose que je suis, mais ça lui correspond parfaitement. Il a fait le bon choix pour le coup. C'est un des rares qui peut Mm. dire en partant au bare knuckle qu'il a fait le bon choix. Mais lui, ça lui a vraiment réussi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, puis en plus de ça, le bare knuckle visiblement lui laisse des portes ouvertes pour enfin, des petites fenêtres pour aller combattre ailleurs. Mais bon, en tout cas, voilà, cette carte qui se dessine là, voilà, c'est une carte où ils essaient de caler des noms quand même, parce que Ned Diaz et Mike Perry restent quand même deux gros noms aujourd'hui sur le circuit américain. Donc tu sens qu'il y a cette idée d'attirer plus sur les noms que sur les performances là pour l'instant Bah, clairement. Et de loin même. et de loin. D'ailleurs, il y a un énorme nom qu'ils ont voulu attirer pour affronter Ngannou, c'est Krokop. Donc Mirko Krokop Filipovic qui a été pressenti pour affronter Ngannou avant Philippe Lins. Donc lui c'est bien simple, il a demandé en tout et pour tout 20 millions de dollars. Mais pas que pour lui. Ça m'a beaucoup fait rire, c'est pour ça aussi que j'ai mis cette info. Il dit si je devais faire une liste des pires combats du pire combat au meilleur à faire, Francis Ngannou serait le pire à faire. Mon ami m'a demandé mon tarif et j'ai demandé 500 000 pour affronter Ngannou et 19,5 millions pour voir la réaction de ma mère quand elle apprendra que j'affronte Ngannou. Mais qui aurait payé 20 millions et qui les aurait dépensés après m'être fait tuer? Courageux mais pas suicidaire. C'est ce que j'ai marqué derrière. C'est vraiment ça. Mais pour le coup, très lucide. Ah Très ouais. lucide. Mais s'il l'aurait tué, il serait mort. Crocop, il a fait quand même, il y a quelques années de ça, il a fait un AVC. Ah, tu sens que la santé, elle est plus là. Pour le coup, c'est un vrai retraité, Mirko. Il peut plus fighter à ce niveau-là. 55 ans, je crois. Je sais pas quel âge exactement, mais je vais te dire ça. Quel âge il a, Mirko? Putain. Il a 51. 51. Ouais, tu vois. Non, il a pas 55, mais 51. Déjà, sa deuxième partie de carrière, quand il est revenu au K1, etc., c'était déjà compliqué, tu vois. Tu sentais que physiquement, c'était plus le même combattant. Même s'il arrivait encore à avoir des performances décentes, c'était plus du tout le même combattant. Mais là, actuellement, on aurait vu un meurtre, vraiment. Ouais. Bah, il y a pas vraiment d'intérêt. Déjà que la Philippe Lins, qui est un light heavyweight de base, tu te dis ok, bon, alors il est encore jeune, tu vois, bon, il est dans la fleur de l'âge, mais il y a pas match. Mais c'est vrai que contre Crocop, bon, là pour le coup, très mauvais move de l'organisation, parce que ça, c'est le genre de fight que moi je veux pas voir personnellement. Mais non, mais personne veut le voir. Heureusement que finalement Mirko, ça soit un mec qui est, tu vois, dans la vie, c'est pas quelqu'un de malheureux. Je crois même qu'il était député en Croatie. Enfin, tu vois, financièrement, il s'en est bien sorti, même dans sa vie hors fight. Donc il n'a pas besoin de revenir absolument, mais ils auraient demandé ça à d'autres combattants, tu sais, qui ont moins bien géré et qui auraient dit oui, on aurait pu voir une catastrophe. Parce que pour moi, Mm. tu proposes à Crocop, ça revient au même que de proposer à Vanderlei Silva. Et Vanderlei Silva, pas sûr qu'ils disent non. Non, pas sûr qu'ils disent non, ouais. Pas sûr qu'ils disent non. Putain, et tu sais que là, tu parlais tout à l'heure de Flash, là j'ai eu un flash, imagine s'ils avaient proposé ça à Fedor. Fedor Ngannou. Fedor et Ngannou, t'imagines? Je suis même pas sûr que Fedor ait dise non. Ouais. Ah là, tu fais des vues. Pas longtemps, mais tu fais des vues.
Bah ouais, parce que t'as dit, tu fais des vues, oui, mais vraiment sur le côté malsain parce que je veux pas du tout voir ça non plus. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, cette carte quand même, bon. Tu vois, j'aime bien, tu vois, les cartes comme ça, parce que c'est des trucs que tu regardes, tu te prends pas la tête. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut que les match-ups restent cohérents, quoi. En tout cas, faut pas que la santé d'un des combattants soit en jeu. Et là, pour le coup, après, on le sait, hein. De toute façon, contre Ngannou, la santé de Jake Paul, n'importe il qui s'en est en jeu. fout. Oui, oui, on est d'accord, mais Jake Paul, il s'en fout de la santé, tu vois. Enfin, il a quand même fait un combat contre Mike Tyson. Enfin, tu vois ce que je veux dire, qui aurait pu claquer aussi sur le ring. Donc, on l'avait dit en son temps, comme quoi, tout était possible d'un point de vue santé, tu sais, enfin pour Mike Tyson. Donc, je pense que c'est pas, par contre, l'une de ses considérations, c'est pas la santé de ses combattants, quoi. Ce qu'il veut, c'est surtout afficher des blazes qui va lui permettre de faire un maximum de vues, de likes, d'audience en direct pour faire un maximum d'argent. Ça, on le sait. En tout cas, le combat qui suit, je sais pas si ça fera énormément de vues et d'argent sur Netflix, mais il a au moins le mérite d'y être. C'est Saladin Parnasse qui, selon MMA Time, déjà avait dit comme quoi il allait être sur la carte. Déjà, il avait dit plus tôt dans la semaine. Là, ça a été officialisé. Donc, contre Kenneth Cross. Kenneth Cross, que personne ne connaît. Donc, c'est 17 victoires, 6 KO, 7 soumissions, 4 décisions et 4 défaites, 4 soumissions. C'est le champion actuel du Tough Enough. Donc Tough Enough, c'est l'organisation où Strickland avait été suspendu parce qu'il avait frappé un des combattants en rentrant dans la cage, tu sais, la dernière fois. Il a gagné un combat au Dana White Contender Series. Il a combattu au Bellator une fois. Il a perdu par soumission. C'est une de ses 4 défaites. Écoute, Salah, il peut combattre parce que son contrat sera fini le 16 mai puisque c'est un combat à terme, c'est un contrat à terme échu. Donc en mai, qu'il fasse son fight ou pas, de toute façon le combat arrive à son terme au mois de mai, donc il sera dans les temps. Donc pas d'obligation de faire le dernier fight. Et puis j'ai envie de dire, c'est pas si grave que ça puisque de toute façon ils avaient plus personne à lui mettre dans les pattes. Ouais, C'est il y la avait Dine personne. Parnasse. Qu'est-ce qu'on en pense de ce fight? En tout cas, au-delà du fight, parce que Ouais, franchement, du fait t'as regardé, d'être, oh, mais il va lui rouler dessus. voilà, j'ai regardé son combat au Dana White Mais il y Contender a même pas Series. match, mais c'est pas du tout le même Il y a pas niveau. match, il y a pas C'est, match. c'est un autre monde. Mais sur le fait qu'il soit sur cette carte, Je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser parce que il est dans sa ligne de financier du côté financier. Oui, je pense qu'il va ramasser. Il avait été clair sur ça, hein. Même s'il avait quand même ouvert la porte dernièrement sur le fait d'aller à l'UFC. j'ai assez gagné, j'ai pu mettre de côté, me sécuriser pour accepter d'avoir un peu moins en allant à l'UFC. Je suis pas sûr que si c'est le but, si le but c'est peut-être de faire un premier pas sur la scène américaine pour se faire connaître et peut-être négocier plus avec l'UFC, je suis pas sûr qu'aller chez Jake Paul ça soit la meilleure des choses à faire. Écoute, j'en sais rien. Je sais pas si c'est la meilleure des choses à faire ou pas. Ça va lui faire une grosse visibilité, ça c'est sûr. Parce que on sait très bien que les événements qui sont faits sur Netflix, ça fait beaucoup de vues. Donc forcément, ça va attirer l'œil sur lui. Ça c'est sûr, encore un peu plus, même si l'UFC connaît parfaitement qui est Saladin Parnasse. Hein. Là-dessus, il y a pas de souci. Ils savent très bien qui il est. Maintenant, effectivement, je pense qu'il va prendre un sacré billet sur cet événement. Écoute, de toute façon, l'UFC est intéressé par Saladin Parnasse, je pense que qu'il fasse cet événement ou pas, tu sais, il y en a qui ont dit ouais, je suis pas sûr, je voyais quelque part, je suis pas sûr que s'il fait un combat avec l'organisation de Jake Paul, l'UFC en fait, si ça va pas les refroidir, non, je pense pas. Ah, moi je sais pas. Honnêtement, C'est ce que je viens de te dire et je pense pas, je sais pas.
je pense qu'ils sont au-delà de ça. Ils savent que Saladin Parnasse c'est quelqu'un d'impressionnant, En fait, qui combat, qui est impressionnant, qui est double champion du KSW, qui est encore très jeune. en fait, Donc ça veut c'est dire que tu. pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans ce sens-là. Je pense qu'ils le veulent. Je pense même qu'il a eu des propositions. Mais si le but c'est de combattre justement sur le sol américain pour faire grossir sa hype et sûrement dans l'espoir de renégocier un meilleur contrat avec l'UFC, je pense que le contrat ne bougera pas. Ce qu'ils lui ont proposé la première fois, ça sera fixe. Tu vois, c'est pas ok, t'as fait un gros combat sur Netflix, donc on te propose plus. Moi, je pense pas que je pense pas que tu négocies comme ça avec l'UFC. C'est compliqué de Mais négocier. en fait, moi je pense pas que ça soit, tu sais, foncièrement pour renégocier le contrat. Je pense que se faire voir à l'UFC du public américain, oui, pourquoi pas. Dans le sens où il arriverait déjà, s'il arrive en plus à faire une masterclass, parce qu'il y a de fortes chances d'arriver contre Cross, les Américains, quand ils vont le voir débarquer, parce qu'on va pas se mentir, le public de l'UFC va regarder cet événement sur Netflix. Oui. C'est presque sûr. Donc, il va arriver à l'UFC, son visage et son nom seront déjà connus. Mhm. Donc déjà, hype, vue égale monter plus vite dans l'organisation. Encore plus vite, tu vois. Mhm. Donc je pense pas que ça soit pour négocier le contrat. Maintenant, je pense que Salah et Hatch sont malins. Ils savent, là, et ils ont cru comprendre, et comme on a tous compris que l'UFC, là, financièrement, de toute façon, c'était encore plus verrouillé qu'avant. Enfin, tu vois, t'as pas des meilleurs salaires ou quoi que ce soit, donc si tu vas à l'UFC, c'est pas pour le côté financier, en tout cas pas à court terme. Donc même si tu négocies un contrat sympa, ça sera toujours un contrat dégueulasse par rapport à ce qu'il a déjà vécu. Donc, écoute, s'il y a moyen, parce que tu sais qu'une fois que tu y es, tu y es. En fait, le truc, il est là. C'est qu'une fois que t'es à l'UFC et derrière, t'es verrouillé, Oui, menotté. non, alors, ça c'est clair. Donc, Ça c'est clair. de D'ailleurs, se moi, faire, je pensais que, comme je te disais, pour moi, après là, le contrat du KSW, je pensais qu'il allait faire un match d'anglaise. oui, Je pensais qu'il allait faire un match d'anglaise pour après partir à l'UFC. Visiblement, finalement, mais le truc de transition, ça serait plus ça que l'anglaise. Ça serait plus la ou, carte Netflix. ou les deux, hein, parce qu'on sait pas quand est-ce qu'ils vont le signer. C'est ça le truc. C'est qu'on sait pas quand est-ce qu'ils vont le signer. Parce que là, pour le coup, aussi se faire un visage aux États-Unis, c'est peut-être potentiellement aussi affronter en anglaise quelqu'un peut-être d'un peu plus bankable aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, il est resté sur un circuit français pour boxer en anglaise. Peut-être que là, il pourrait s'offrir un nom autre, tu vois. Et surtout le Ouais. fait, je pense que MVP c'est pas aussi anodin. Hein, qui signe avec MVP pour ce fight-là. Je pense que tous ces fights-là, c'est un one-shot. De toute façon, Ngannou l'a dit. Hein. Il a dit, il y a pas de logique de ceinture pour l'instant ou quoi que ce soit. Il y a pas une logique sportive. Enfin, tu sais, Mhm. d'organisation sportive. C'est une logique de faire un événement par-ci par-là et puis de faire surtout du business. Donc, parce que Ngannou visiblement, il a l'air quand même d'être bien partie prenante de cette histoire quand même. C'est pour ça que c'est un des premiers noms qui est signé. Mais donc, le fait de signer avec MVP, potentiellement, c'est peut-être aussi potentiellement t'ouvrir les portes. Et ça, c'est ce que je t'avais dit la dernière fois. C'est marrant de passerelle entre le MMA et l'anglaise. Donc tu vois, si dans quelques temps tu as un Jack Paul qui fait un événement en anglaise et que tu vois un Saladin Parnasse sur cet événement-là, je suis pas choqué. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Donc euh, Donc voilà, et derrière, par contre, effectivement, parce t'en profites, parce qu'une fois que t'es à l'UFC, eh ben tu sais que là, ça y est, c'est fini. Tu appartiens à cette organisation-là, jusqu'à ce qu'ils te virent, ou jusqu'à ce que tu termines ton contrat. Tu vois. Ouais. Donc, Non, mais c'est donc pas, pourquoi comme je te pas. dis, c'est pas une mauvaise chose. Je sais juste pas quoi en penser. Mais je pense que, alors, là, quand tu prends du recul, il y a du bon pour certains et du moins bon pour d'autres. Finalement, pour un mec comme ça là, si le but c'est de se faire connaître d'un plus large public, la stratégie elle est bonne parce que ça va être la carte sûrement une des plus vues de l'année à Hmm. terme. Parce que en plus les trucs Netflix, tu peux les revoir à volonté. Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé de Ouais. le regarder en direct, tu peux te le retaper, tu peux le regarder une semaine après. C'est facile d'accès. C'est vraiment facile d'accès. Donc ça va faire le tour du monde. Si en plus tu claques
Et sur le papier, il est facilité. Hein. L'adversité, elle est pas là sur le papier. Hein. Il devrait sortir une masterclass, voire même un gros finish. Donc ça va faire le Oui. tour du monde. Et s'il s'en sort comme ça, c'est très bien. C'est très bien. Maintenant, à voir ce qu'il veut derrière. C'est difficile à lire les intentions de Saladin Parnasse. Mais parce qu'en fait, faut pas voir les intentions. Enfin, tu sais, comme un combattant lambda. Tu sais, les combattants lambda, ils veulent absolument monter à l'UFC pour montrer qu'ils sont les meilleurs. Et d'ailleurs, la plupart des gens attendent la montée de Saladin Parnasse à l'UFC pour qu'il confirme qu'il est le meilleur. Parce que tout le monde l'attend au tournant, en fait. C'est en disant, ouais, t'arrêtes pas de dire que t'es le meilleur, t'arrêtes pas de dire que t'es le meilleur, bah, va à l'UFC et puis on verra. Le problème, et je te l'ai dit la dernière fois, quand on parlait justement de cette carte-là, là, les cartes de choix de carrière, elles sont rebattues. C'est-à-dire que l'UFC, là, ils sont vraiment en train de de jouer à un jeu très dangereux, mais vraiment dangereux. Et là, je sais plus qui c'est qui m'a envoyé ça. Là, je peux pas regarder. Euh, Attends, j'essaie de te retrouver ça vite fait. C'était sur Tatami Connexion, je pense, qu'on m'avait envoyé ça. Euh, et j'en parlais en. Tu vois, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Attends, putain. Est-ce que c'est lui? Non. Est-ce que c'est lui? Non plus. Est-ce que c'est là? Non plus. Bon, bref, c'est pas grave. Donc c'était pas là. Ah non, c'était sur Twitter peut-être. Bref, en tout cas, ils te disent ouvertement que là, il y a vraiment un truc. Il y a plus de logique sportive, il y a plus de. Non, c'était même pas là-dessus. Non, pardon, c'était même pas là-dessus. C'était genre, c'était dans la logique. Maintenant, t'as plus ton mot à dire. C'est-à-dire que on te donne le combat et en fait, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Mais c'est pas leur problème. Tu vois, t'as même plus de négociation particulière. Et c'est un peu ce que disait Aldric Cassata avec les problèmes avec les managers là qui commencent à être un peu vent debout, tu sais, contre l'UFC. C'est que t'as vraiment ce truc où aujourd'hui l'UFC décide, l'UFC t'impose et il t'impose et le tarif et l'adversaire. Et toi, bah juste bah tu combats ou si tu combats pas, ah oui non c'était ça, exactement, ça y est je me souviens. En fait si tu leur prends la tête, limite ils te proposent plus de combat. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils te laissent un peu végéter dans ton coin et ils ont même plus ce truc où normalement ils te proposent un ou deux combats dans l'année et Hmm. puis tu les acceptes ou tu les acceptes pas. Maintenant ils te disent voilà, je te laisse de côté, je te propose rien. Et on le voit de toute façon. John Jones, on lui propose rien. Alors tu me disais oui ils sont à la retraite, mais à la retraite ou pas à la retraite parce que tu vois Connor qui veut revenir depuis longtemps, j'estime pas qu'il est à la retraite. J'estime plus qu'il est à la retraite. Je pense qu'il est mis en pré-retraite. Tu vois, il est mis au placard. Et l'UFC met des combattants au placard et ils te ressortent quand ils ont besoin de toi ou quand t'as décidé de te dire bon bah ok j'accepte mon sort. Tu vois c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui maintenant c'est ça. C'est soit tu joues le jeu et tu vois Pereira là les déclats qu'il a fait, il a dit j'ai renégocié mon contrat, il a re-signé pour 6 combats je crois ou 8 combats je sais 8. plus. 8. Ouais pour 8 combats. Et t'as vu ce qu'il a dit? Il a dit euh, ils m'ont mis bien. Et en fait, ils peuvent me proposer, limite ils peuvent me proposer n'importe quoi. Comme ils m'ont mis bien, en fait, je suis ok. Pereira, c'est le compagnie parfait. Mais dès que t'es plus dans ce truc-là, dans ce truc où tu veux essayer quand même de gérer un peu ta carrière et que t'acceptes pas tout ce que l'UFC te propose, eh ben on te met pas bien. Au contraire, on te met de côté. Et je te jure que Saladin Parnasse, il est pas con dans sa manière de, lui et Hatch, ils sont pas cons dans la manière de gérer Ah la non, carrière. bien sûr que Loin non. de là. Et en fait, je peux comprendre aujourd'hui, vu la situation, et c'est là où je te dis que l'UFC joue un jeu dangereux parce qu'ils vont se priver aussi de profil, que ils décident en fait de dire bah en fait l'UFC bah peut-être pas, ou peut-être pas tout de suite encore. Tu vois, ou peut-être qu'on va attendre encore un petit peu, on va encore faire un peu d'argent parce qu'en fait notre liberté est plus importante que l'UFC. Et je pense qu'il y a des combattants qui joueront ce jeu-là. Tout le monde ne pourra pas le faire, mais t'as des combattants qui joueront ce jeu-là au fur et à mesure et qui diront ma liberté et les billets que je peux faire sont plus importants qu'une legacy qui de toute façon n'est pas sûre d'arriver parce que elle n'arrivera que si l'UFC veut bien me l'accorder. Ouais. Ouais, mais bon, ça on le verra dans les années à venir. Tu vois, c'est vraiment, ça va mettre des années à se mettre en place.
Mais pour revenir à ça là, oui, y a pas de problème avec son management. Hein, je te dis, il est sur sa ligne de conduite. Je te dis juste que c'est difficile à anticiper. C'est dur de prévoir. En Hum fait, tu sais jamais où ça va aller, mais il retombe toujours sur ses pattes. Sur ça, il y a pas de problème. Ouais. Mais parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, tu vois. Il y a quelques semaines, on savait pas que ça y allait avoir cet événement-là, tu vois. Mais parce que pour le coup, ils sont vraiment, c'est des gens discrets, tu vois. Hatch, c'est pas quelqu'un qui parle tout le temps sur les réseaux. Tu sais, c'est vraiment un management de l'ombre. Hum. Ils gèrent leurs trucs sans en parler. Les chiffres ne sortent pas. Tu sais juste que voilà, il gagne très bien sa vie actuellement, mais il s'étale pas sur tout ça, tu vois. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Donc ouais, écoute, est-ce que je l'en blâme? Non. Bah, bien sûr que Est-ce que non. je voudrais pas le voir combattre avec des combattants meilleurs? Tu vois, alors le voir sur cette carte-là, oui, mais Mais contre un j'aurais mec, bien voulu le voir ouais, avec ouais. voilà, un peu meilleur. Moi, Maintenant, c'est juste ça en fait le truc. C'est pas le fait qu'il soit sur cette carte. C'est l'adversité. L'adversité, elle est. maintenant, techniquement, j'ai envie de te dire, si on part du principe que, allez, les meilleurs sont encore à l'UFC, ou en tout cas les meilleurs sont sous contrat, que ça soit à l'UFC, au PFL ou n'importe où. Après, c'est dur aussi de trouver des profils pour tout le monde, des profils de qualité pour tout le monde, quoi. En tout cas, des gens que tu connais, parce que ça se trouve, lui, bon là, je l'ai vu combattre, c'est pas le cas. Mais tu vois, ça aurait pu être un mec qui effectivement n'était pas sur un gros circuit, mais qui pouvait être très très fort. Tu vois, si tu creuses pas un peu, tu vois 17 victoires, 4 défaites, tu te dis ah ouais, quand même le mec, pas mal. Tu vois, en plus avec un ratio KO soumission qui est pas dégueu, tu te dis ah c'est un profil intéressant. En plus il a un physique, le mec. Tu vois, c'est un personnage. Tu le vois que c'est un personnage, le mec. Euh, donc euh, donc tu te dis, écoute, pourquoi pas, si tu creuses pas plus loin. Par Hmm. contre, tu regardes un de ces combats et t'as compris que ça tient pas trop le rythme, quoi. Ça va pas tenir le choc longtemps, quoi. Ouais, ouais. Là, franchement, la carte, elle est. Je pense qu'en termes de spectacle, ça va être au rendez-vous. Mm. En termes d'opposition, ça sera pas ça. Il y aura du finish, ça sera Mm. spectaculaire, mais voilà quoi. Il y a pas de, il y a peu de doute en fait sur les vainqueurs de ces fights. Et même s'il y a Ouais, du mais doute, même s'il y en a où il y a du doute, parce que tu sais pas. En fait, quand il y a du doute sur les fights annoncés là, c'est pas du doute en soi sur le niveau technique, ou est-ce qu'ils seront en bonne forme, tu vois. Tu vois, un Ned Diaz, moi la question c'est est-ce qu'il sera en bonne forme. C'est même pas est-ce ouais, qu'il peut combattre, c'est, est-ce que ça va pas être laborieux. Tu vois que moi quand j'ai vu ce dernier combat de boxe, c'est laborieux. bah parce que c'est pas que c'est laborieux physiquement, c'est juste que il faisait le show. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'il fait le show. Donc tu vois, il va plus haranguer la foule que combattre. C'est ça le problème. Parce que je pense que s'il se met vraiment dedans, il peut accélérer sur 5 rounds sans problème. Ouais. En tout cas, les fights annoncés. Là, de tous les fights annoncés, finalement, le seul qui m'intéresse, que je vais regarder avec attention, c'est le fight de Salah. Parce que je regarde toujours les fights de Saladin. Les autres, j'ai peu d'espoir. Je vais regarder toute la carte, mais j'ai peu d'attente. Voilà, j'ai pas d'attente sur les autres fights. Ouais, mais est-ce que c'est pas ce que de toute façon cette carte implique depuis le début, en fait, finalement, du spectacle? Tu sais quoi, je vais être très clair. Je préfère cette carte-là qui ne se survend pas, tu vois, en disant que ça serait la meilleure carte du monde, mais qui est là pour ce qu'elle est, c'est-à-dire du divertissement, que la carte de l'UFC Maison Blanche, qu'on nous a vendue comme la meilleure carte du monde de l'univers et plus loin encore, vers l'infini et au-delà, pour qu'on ait finalement le même genre de fight, c'est-à-dire des combats popcorn où tu auras du chaos et de la soumission, Moi, ouais, tu ouais, mais vois. je suis pas d'accord quand même. Pour moi, juste, ne serait-ce que le Gan Pereira, il vaut tous les combats de. Non mais je suis d'accord, c'est pas ce que je te dis. Heureusement que l'UFC quand même te ramène un peu plus d'adversité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on t'a promis la guerre des étoiles.
tu vois. Et puis finalement, t'as eu, t'as eu, je sais pas, moi, j'ai pas de comparaison. Merde, j'ai voulu faire une comparaison, j'ai pas de comparaison. Ce n'est pas Big John qui veut, hein. C'est avec l'iPhone et que le Xiaomi, tu sais. mais mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on on t'a promis quand même 7 titres, une adversité de malade et tout ça, et puis au final, t'as une carte lambda. C'est une bonne carte même pour un numéroté classique, tu vois. C'est une bonne carte. Mais Oui, je veux bien dire, sûr. mais on te l'a survendu en mode ça sera la carte du siècle. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Alors que cette carte-là, finalement, bah on te l'a pas vendue comme la carte du siècle. On t'a Mais juste parce qu'il dit y a rien à vendre. Parce qu'il y a rien bah à oui, vendre. Heureusement qu'on te oui, l'a pas vendu. mais c'est très bien en fait parce qu'on va la regarder pour ce que c'est-à-dire du divertissement. Ouais, d'un coin de l'œil. Parce Ouais, qu'il mais y a, il y a, même il pas y a que d'un coin aucun de l'œil. enjeu, il y a rien de. Non, mais si moi je mets l'enjeu, c'est de revoir des têtes que t'as pas vues depuis longtemps. Ah, mais des C'est têtes cabossées, des têtes, tu vois. des têtes boursouflées. Moi, je suis désolé, mais Ronda Rousey, Gina Carano, Quelle écoute, horreur. mais je vais regarder. Je vais regarder parce que je veux voir si elle boxe toujours aussi bien. Et je l'ai vu il y a pas longtemps en plus parce qu'ils ont fait, tu sais, une espèce de truc promo où chacun est en train de faire du shadow devant la caméra. Je vois Ronda. Après, Elle s'est, elle s'est non, pas moi non plus. améliorée. Spoiler Bah non, alerte, bah elle s'est non, pas bah non. améliorée. Mais le pire, c'est Gina Carano. On en a déjà parlé, de toute façon, c'est encore l'époque d'avant. Ouais, mais écoute, je vais le regarder pour ce que c'est. Je vais pas le regarder avec une attente sportive, mais je vais le regarder pour ce que c'est, pour le divertissement. Moi, je vais le regarder parce que je paye Netflix. Donc, faut que je rentabilise. Non, Non, mais mais écoute, comme je t'ai dit, je regarde toujours les trucs sur Netflix parce que j'aime bien la production Netflix en elle-même. Je sais que le show est agréable à regarder. ouais, Mais, on voilà. verra. On verra, mais bon, on verra. En tout cas, dites-nous ce que vous pensez de Saladin Parnasse sur cette carte. Je sais qu'il y a des gens qui vont être très très durs parce que vous avez des attentes. En fait, c'est plus. Je pense que c'est de la frustration quand pour les gens qui sont durs avec Saladin Parnasse, c'est la frustration de ne pas le voir au plus haut niveau. Mais Mais toujours. en C'est soi, toujours ça. C'est toujours de ouais, la mais en frustration. soi, moi ça me choque pas. Enfin, tu sais, j'ai pas d'attente. En fait, et je crois que j'ai jamais eu d'attente parce que très rapidement on a compris que de toute façon. Si ça vient, ça vient. Ça sera du bonus, mais que c'est pas son objectif premier. Son objectif premier, de toute façon, ça a toujours été de faire de l'argent. Et puis, c'est marre, de toute façon. Et ça me dérange pas, parce que quoi qu'il arrive, que ça soit contre des plombiers polonais ou des coups de crosse américains, j'ai envie de te dire, ça me gêne pas parce que techniquement ce que je vois c'est propre, parce que c'est beau, parce que j'aime bien sa manière de combattre, et puis c'est tout. Et puis ça me dérange pas de regarder ses fights, même si c'est pas l'adversité du siècle. Eh ben, je prends du plaisir à regarder ses combats. Et jusqu'à maintenant, il a jamais fait défaut. Donc voilà. Juste pour ça, respectons ça. Et puis il est assez bon pour décrocher des gros salaires. Et c'est toujours mieux que beaucoup d'autres. Tu vois, donc respectons ça. Pour une fois qu'on a un Français qui fait du business dans ce monde, tu sais, de sport de combat, alors pourquoi lui cracher à la gueule, je te jure. On se plaint tous que les Français, on n'arrive pas à gagner notre vie dans le sport et tout ça. Il y en a un qui y arrive, laissez-le tranquille. Ouais, mais ça m'enlève pas la frustration. Non, moi non plus, mais bon, j'ai envie de te dire. En tout cas, un combat qui m'intéresse, c'est le dernier combat dont on va parler là, qui n'a rien à voir avec la carte Netflix, mais on retourne au hype. Cette organisation d'influenceurs qui a les moyens de faire venir des gros noms du MMA et qui va refaire venir Arman Saroukian, qui va déjà faire sa revanche contre Poulas et tout ça, hein. Mais le 8 avril, il va combattre au Brésil, en sub-only, en grappling, contre Dylan Dennis. Et ça m'intéresse. Tu vois, Dylan Dennis, autant en MMA, aucune hype, aucune. Mais de voir Arman Saroukian contre Dylan Dennis en grappling, là, ça me fait kiffer. Parce que Dylan Dennis,
C'est fort. Pour ceux qui ne le connaissent que sur le côté MMA, effectivement, bon, vous avez pas beaucoup vu de toute façon parce qu'il a fait que 3 combats, je crois. Mais en jiu-jitsu brésilien, ça a été, faut voir ce que c'est aujourd'hui, mais ça a été l'élite mondiale du jiu-jitsu brésilien. Il faisait partie du top des top fighters en jiu-jitsu brésilien mondial. Donc là, ça m'intéresse beaucoup. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je pense juste que on aura un énième débordement de Saroukian, parce que Dylan Dennis Oui. est un petit con et une tête à claque. Donc Ouais. il a bien compris sur quel bouton fallait appuyer. C'est en même temps avec Herman, des boutons, il y en a un peu partout, donc tu peux pas les rater. Donc je pense mais je sais même pas s'ils finissent le combat. Je pense que le grand endpoint là, ça sera pas une droite. Il va prendre une série de coups de coude, c'est pas possible. Ouais, mais attention, parce que mettre une série de coups de coude à Dylan Dennis, faut-il déjà que tu puisses le stabiliser suffisamment longtemps pour lui mettre les coudes. Dylan Dennis au sol, c'est quelque chose. Hein. Ah, j'attends de voir. J'attends de voir. Parce qu'il a de la Mais lutte aussi, Dylan mais Dennis. mais j'attends de voir. En tout cas, ça m'intéresse. Pour le coup, ça m'intéresse vraiment ce combat. Parce que quand tu dis que Dylan Dennis c'est un petit con, faut rappeler qu'il s'est fait virer de l'académie de Marcelo Garcia, que derrière il a un peu fait le nomade jusqu'à se poser ses valises avec Conor McGregor. Et les deux matchaient très bien. Hein. Il fait partie de ces gens qui n'ont pas aidé Conor McGregor non plus. Hein. C'est qui était là pour le tirer vers le bas et pas vers le haut. En tout cas, d'un point de vue moral, parce que d'un point Voilà, de vue je pense que technique, l'un comme l'autre, ils se sont bien tirés tous les deux vers le bas. c'est ça. Tu sais, ça me rappelle un peu, justement, on parlait de Chimaev avec Oui, Darren Till. oui, avec Darren Till. Tu vois, où les deux, ils se tiraient vers le bas aussi, complètement, Ouais, quoi. c'est Mais, association de malfaiteurs. c'est ça. C'est ça. Mais en tout cas, voilà, le Et 8 ben là avril, c'est pas maintenant, demain. maintenant on a Shimaev Tsaroukian Maintenant, on a Chimaev, qui Tsarukyan. sont souvent ensemble et C'est qui vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. arrêtent pas de déborder. Les mecs, c'est des tsunamis de merde. Ah ouais, franchement, tu sais, il y a des collabs qu'il faut pas faire dans la vie. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ah putain, c'est vrai. Comme quoi, hein, les relations, enfin, tu sais, les rencontres que tu fais Influence, impliquent les ah ouais. influences le reste de ta vie. Bah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, et des fois, c'est moins et moins, ça fait pas toujours plus. Ou alors, ça fait plus, mais de problèmes. Ah ouais. Mais Donc ouais, c'est une belle opposition. C'est une belle opposition. Bon, après, le petit bémol, c'est que, comme tu disais, il y a cet inconnu sur le niveau actuel de Dylan Dennis qu'on voit plus, en fait. Dans, ouais. dans rien du tout. On voit, à chaque fois qu'on voit Dylan Dennis à l'écran, c'est dans une rubrique de faits divers, quasiment, tu vois. C'est pour un fait hors fight. Donc, ouais. Ça aurait été le Dylan Dennis où, si on sait qu'il s'entraîne sérieusement et tout, là, c'est vraiment intéressant. Ça rend le truc très intéressant. Si c'est un mec hors de forme qui vient juste comme ça. Moi, pour moi, le Dylan Dennis qui s'entraîne en jiu-jitsu brésilien comme il s'entraînait avant, il n'y a pas match. Je le dis sincèrement, je vous le dis clairement, les yeux dans les yeux, là, je vais regarder la caméra droite en face. Si c'est le Dylan Dennis de l'époque, c'est-à-dire avec un gros niveau au sol, il n'y a pas match du tout entre les deux. Eh ben, j'espère pour lui. J'espère pour lui parce que Tsaroukian, c'est très fort actuellement. C'est très bien préparé. Donc, j'espère pour lui qu'il s'entraîne dur. Et même pour sa carrière à lui, s'il compte revenir sur le devant de la scène, Tsaroukian, actuellement, on l'a dit la dernière fois, c'est un très gros nom. Il occupe l'espace médiatique. Là, toutes les semaines, on parle de Tsaroukian. Que ce soit en bien ou en mal, on parle de Tsaroukian. Ah, Donc, c'est l'homme à battre, là, actuellement, si tu veux te refaire un nom, tu vois. ah ouais, et Tsaroukian. Il est en train de draguer Nina Drama, là, en ce moment, là. Mhm. Ah là là. Ah, puis il manque de respect à son mec. Alors, je sais pas si c'est joué tu vois, ou si c'est sincère. Mais il lui a dit la dernière fois, j'ai vu une vidéo, il lui a dit arrête de l'appeler quand elle est avec moi. Ouais, elle manque de respect à son mec elle-même. Ouais. À Si moins c'est que pas ça joué. soit, Si si c'est c'est pas voilà, joué. à moins que ça soit scénarisé, tu vois. Mais sinon, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon.
En tout cas, voilà quoi. Donc ce fight-là, ouais, il m'intéresse beaucoup et j'ai hâte de le voir. Tu vois, autant, tu vois, Mokaev contre Tsaroukian, c'était déjà intéressant. Autant là, j'ai hâte. 8 avril, ça va arriver vite. J'ai hâte de voir ça. Ouais. Bon, écoute, tu as des choses à rajouter? Non. Non. Eh ben, écoutez, on a fait le tour de ce Restons connectés numéro 116. Un petit mot de la fin? Ah, je l'ai. Je l'ai. Vas-y. Je veux que les auditeurs nous trouvent la comparaison que tu n'as pas pu trouver. On nous a vendu la guerre des étoiles et on a fini avec ce que vous Et voulez. voilà. À vos claviers. À vos claviers. Soyez meilleurs que Jarod. Oh putain, ouais, c'est vrai que là j'ai pas été inspiré, putain, j'étais bien Ça parti. partait bien, hein. Ça partait bien de ouf. Je me suis dit, il va me sortir un truc qui va me faire mourir de rire. Et non. On nous a promis la guerre des étoiles, on nous a fourni Bienvenue chez les Tuches. Les Tuches. Ouais, pas mal. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, j'ai lancé le premier. Allez, c'est parti. T'en as pas un, toi? Oh, j'en ai pas. Alors, il est actuellement 1h du matin. J'ai plus rien dans le cerveau. Eh ben, on va te laisser là-dessus, alors. Bon, en attendant, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications pour ne rien rater, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast, le lien Tipeee en description si le cœur vous en dit, et le lien vers un porte-fight avec le code TATAMI10 pour avoir 10% de réduction sur tout le site. Et puis nous, il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut.